Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Méditation, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. Aujourd'hui, premier épisode d'une série entièrement dédiée au jiu-jitsu brésilien en vue des championnats d'Europe de JJB qui auront lieu à Paris l'année prochaine en 2023. Et pour ce premier épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julius de Purple Belt Kitchen, qui est naturopathe, spécialiste en nutrition, pratiquant de JJB depuis de nombreuses années. Il accompagne des sportifs, notamment dans les arts martiaux, autour de leur nutrition, afin de rester en bonne santé, de performer de façon saine et naturelle. Il nous donne plein de conseils sur Internet en matière de nutrition et de cuisine. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, Julius. Salut, comment ça va déjà ? Salut Paul, écoute, merci pour cette introduction, ça me fait très plaisir d'être là et merci que tu m'aies sollicité. Excellent, cool. J'ai plein de questions. Très curieux de savoir ton avis sur la préparation mentale, l'impact que peut avoir l'alimentation, le sommeil là-dedans. Voilà, plein de questions à te poser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que toi, tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent ? Alors moi, je suis Julius de Purple Belt Kitchen. Je suis naturopathe et conseiller en nutrition. Ça fait 7 ans que je fais ça, mais ça fait 5 ans que j'ai développé Purple Belt Kitchen pour vraiment cibler les combattants, que ce soit dans le jiu-jitsu brésilien, grappling, lutte à livrer, MMA maintenant, et autres arts martiaux. Et donc, je fais ça à temps plein maintenant. J'accompagne des sportifs aussi en dehors des arts martiaux et j'accompagne aussi des gens du quotidien dans mon village en termes de naturopathie, nutrition, santé, longévité. Yes, on va avoir le temps de développer sur cette question de la naturopathie, de la nutrition. Et juste pour finir dans cette introduction, est-ce que tu peux revenir juste un peu sur ton parcours, notamment ton parcours en jiu-jitsu brésilien, comment t'en es venu à pratiquer ce sport ? Alors oui, par rapport au jiu-jitsu brésilien, ça va faire exactement 12 ans que j'ai débuté. Et comment j'y suis venu? En fait, on va dire que 10 ans avant que je commence, j'avais vu les combats au Pride au Japon, et je voyais des choses de fou, et les commentateurs disaient ah mais tel combattant fait du jiu-jitsu brésilien, et dans ma tête je me suis dit un jour j'en ferai. Et moi j'avais fait pas mal de judo quand j'étais gamin, ensuite j'ai fait d'autres sports de combat, kickboxing, j'ai fait un peu de muay thai. Et puis, en ayant repris le judo, une fois, on m'a dit, bah tiens, il y a un club de jiu-jitsu brésilien dans le village d'à côté. J'y suis allé, j'ai arrêté le judo, et maintenant, ça fait 12 ans que je fais du jiu-jitsu brésilien. 12 ans, yes. Est-ce que tu es toujours Purple Belt ? Non, maintenant, je suis ceinture noire, black belt, donc depuis, ça va faire 9 mois. C'est mon professeur Salah Mezoud qui m'a remis la ceinture noire. Mais effectivement, le jour où j'ai lancé Purple Belt Kitchen, j'étais Purple Belt. Et peut-être que sur le coup, j'aurais peut-être dû appeler ça avec un autre nom, parce que maintenant, s'il faut que je change la marque, c'est pas gagné. Non, génial. Ben écoute, félicitations pour ta black belt en tout cas, ça fait plaisir. On va du coup rentrer un peu dans la dimension mentale, préparation mentale, tout ce qu'il y a derrière un peu le physique et voir comment ça peut booster ou perturber la performance. Euh, pour commencer à parler de ça, j'aimerais savoir, à côté de l'aspect physique, purement physique, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté le jiu-jitsu brésilien ? Moi, le jiu-jitsu brésilien, en premier, ça m'a apporté un exutoire. Je pense quelque chose pour me défouler. Au début, c'était vraiment, comme on peut voir chez beaucoup de sportifs du dimanche, tu sais, des gens te disent, oui, j'aime ce sport, mais au final, ce qu'ils aiment, c'est se défouler. Ils ont envie, en fin de journée, d'aller au sport et de transpirer, d'être essoufflé, de se faire mal et d'être lessivé. Et bien sûr, je trouve que c'est pas un bon repère dans le terme de progression, parce qu'être lessivé, au final, c'est se défouler, mais pas progresser.
Les gens vont considérer qu'une bonne séance de sport, c'est quand ils sont complètement défoncés à la fin. Alors que je suis pas tout à fait d'accord. Mais voilà, pour moi, au début, le jiu-jitsu brésilien, ça m'a apporté un exutoire parce que j'avais un métier relativement sédentaire. Et je suis quelqu'un qui aime bien aussi m'exprimer physiquement, ça a toujours été. Donc ça, c'est ce que ça m'a apporté en premier, me défouler. Après, voilà, tu gagnes. Enfin, j'ai gagné aussi en confiance en moi. J'ai gagné en dehors de l'aspect mental. Hein. J'ai gagné aussi des fractures, des blessures et autre chose. Mais malgré ça, ça a renforcé ma détermination. Tu vois? Parce qu'en Ouais. fait, tellement accroché que tu as beau être blessé, tu te dis comment je peux faire malgré la blessure pour aller m'entraîner. Et Je c'est le vis. principe de l'antifragilité avec lequel je parlais, avec Pierre Dufraisse. Oui, oui, bah, tout à fait. Bah, Pierre, c'est comme mon frère, hein. Lui, je le connais Mmh. depuis plusieurs années, oui, oui. Effectivement. Et d'ailleurs, j'ai fait évoluer mon jiu-jitsu brésilien, on va dire, grâce à mes blessures. Grâce à mes blessures. Alors, je vais pas te dire que j'ai eu 15 000 blessures, mais il suffit d'avoir quelques doigts pétés pour pour pouvoir changer ton grip. Donc ça change forcément le game avec lequel tu joues. Si tu faisais de la spider guard, bah, et que tu as les doigts pétés, ben là faut peut-être un peu oublier. Après, voilà, j'ai eu un genou. Ben le genou, ben après tu vas éviter de la Delariva. Tu vois, c'est vraiment, j'ai fait évoluer comme ça malgré les blessures, mais je me suis jamais arrêté. Vraiment, Ouais, c'est top de voir comment au contraire, ça a représenté une opportunité d'évoluer dans ton sport et de grandir dans ton sport, ou en tout cas de sortir de la boîte dans laquelle tu étais, de t'en décaler un peu et de trouver des nouvelles ouvertures. Oui, tout à fait. Et moi, j'hallucine. C'est quand quelqu'un dit ah, je suis blessé, c'est fini pour 6 mois. Alors moi, j'hallucine. Que Mmh. ce soit pour le jiu-jitsu brésilien ou autre chose. Je veux dire, à part si le gars est tétraplégique, je vois pas comment il peut arrêter de stimuler son corps. On Mmh. a quand même deux bras, deux jambes, un tronc. Enfin, je veux dire, même si tu te pètes une main, je veux dire, tu as quand même tout le reste du corps à bouger. Et il n'y a pas que la muscu, ni le jiu-jitsu brésilien. Je veux dire, en attendant de récupérer, il faut aussi prendre du recul, visualiser l'ensemble, déceler ses points faibles et se dire, OK, profiter de cette séquence repos forcé suite à une blessure pour travailler sur ses points faibles. Et en fait, quand tu reviens plus fort. Mmh. C'est ça, en fait. Hein. Et à chaque fois que je me suis blessé, et comme je dis, j'ai pas été non plus blessé des milliers de fois, hein, mais à chaque fois que j'ai été blessé, je me suis toujours dit, OK, ça fait chier sur le moment, mais après, comment je peux revenir encore plus fort? Et l'exemple même, fin 2019, je me fais opérer du genou, ligament croisé et ménisque. On me disait, bah, tu verras, il faudra au moins 6 mois avant de remonter sur le tatami. Et je sais pas combien de temps avant de faire les compétitions. Moi, 4 mois après, j'étais sur les tatamis. Je suis revenu, je sais, plus fort que je ne l'étais avant. En Mmh. termes déjà, de mental, de physique, parce que j'avais travaillé sur les points faibles. Mais ça, après, c'est un état d'esprit. Ouais. C'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit dans lequel on se met. Et je parle de ça aussi parce qu'on est vraiment sur ce podcast aussi dédié à la préparation mentale et au conditionnement mental. Je te parle de cette. Alors, je dérive sur ma personne, mais quand j'ai été blessé au genou et que je savais que j'allais me faire opérer, c'est moi qui ai pris la décision de l'opération. Pendant 24 heures, ok, j'ai broyé du noir, j'ai dit merde, ça va m'empêcher de faire ce que je veux faire. Bref, au bout de 24 heures, j'ai dit ok, c'est fini, tu as fini de geindre. Maintenant, place à l'objectif, place à la stratégie. Place à la stratégie. Et je me suis fixé un objectif de travailler sur les points faibles, travailler telle ou telle chose, profiter de cette convalescence pour renforcer certains domaines, que ce soit physique ou mental, bien évidemment. Et ensuite, j'ai visualisé, j'ai pratiqué beaucoup de visualisation sur en première partie, la réussite de l'opération, parce que forcément, il peut toujours y Mmh. avoir un échec. Et moi, je visualisais que l'opération était un total succès. Une fois que je suis sorti de l'opération, chaque jour, ben, tu sais, c'est simple. Hein. Quand tu as ta jambe immobilisée et que tu es assis dans le canapé, qu'est-ce que je faisais? Ben, je fermais les yeux et je me représentais mon ligament en train de se ressouder. Mais Yes. j'y croyais dur comme fer. Et en fait, le ligament, moi, j'étais le ligament, quoi, tu vois. J'étais en Mmh. train de m'accrocher là où on m'avait agrafé et tout. Je me visualisais comme ça.
Excellent, il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu dis. Déjà le fait, dans un premier temps d'accepter toutes les émotions négatives que ça peut nous procurer, le fait de se blesser. Pendant, toi tu dis 24 heures, au moins s'accorder ce temps-là en se disant: «On va pas fuir les émotions négatives». On a souvent tendance à le faire en disant: «OK, j'ai droit d'être triste, j'ai droit de bader, on va bien bader pendant, 24 heures ou pendant une journée» et une fois qu'on aura, relâché cette émotion-là, que ça soit la colère, la tristesse, voilà, ce qui vient, on passe à la partie stratégique et maintenant comment on fait? Quelles sont les opportunités? On essaye de penser, out the box un peu comme on dit et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, revenir et même peut-être progresser et développer d'autres capacités. La visualisation aussi, hyper important, hyper intéressant cet exercice de se visualiser en train de guérir et peut-être même aussi en train de repratiquer son sport. Hem et pour ça aussi, il y a quelque chose qui est souvent recommandé pour les sportifs qui se blessent, c'est de continuer à, si c'est possible, aller au club, aller au dojo, aller au match pour voir. Parce que notre cerveau, il voit et les questions de plasticité neuronale, de circuits neuronaux, ils font que le fait qu'on voit, qu'on ait ces visions, du sport, ça aide vachement à conserver notre niveau, enfin à développer le jeu aussi. Et ça, tu vois, Paul, c'est quelque chose qui, toi, à ton niveau, à mon niveau, Mmh. parce qu'on se forme et on va lire des bouquins, des études qui Mmh parlent mh. de neuroplasticité, parce que tu parles de neuroplasticité au commun des mortels, les gars, ils savent pas ce que c'est, quoi, tu vois. Mmh mh. Mais quand tu t'intéresses à ça, tu vois le pouvoir que ça a, justement, cette visualisation. Je vais rebondir sur une étude qui avait été faite sur des gens qui avaient eu le bras ou la jambe plâtré. Et ils avaient demandé à, il y avait un groupe qui faisait rien, qui était juste plâtré, et l'autre groupe devait visualiser 30 minutes par jour euh, un exercice de musculation travaillant la jambe qui était plâtrée, tu vois. Mmh Et en mh. fait, au bout, quand ils ont retiré le plâtre, les gens qui avaient vu la visualisation du travail musculaire avaient eu moins de pertes musculaires que les gens qui n'avaient pas fait la visualisation. C'est pour ça que cette importance, cette mise en condition mentale, ce travail de visualisation, de ressentir l'effort, d'aller à la salle, de se voir dedans, Mmh c'est mh. très Mmh. important. Très, Ouais, très dans la même, retour d'expérience, bon là, c'est plus un retour d'expérience qu'une, recherche scientifique. Gordon Ryan disait qu'à un moment, il avait une, blessure assez grave qui l'avait empêché de s'entraîner pendant des mois et des mois, mais tous les jours, il était au dojo et il faisait que regarder, se mettre à la place des gars et son jeu tactique avait été hyper amélioré, sa vision du jeu, parce qu'il n'avait passé que, plusieurs mois à ne faire que ça, visualiser le jeu, qu'est-ce que je ferais à sa place et là, quelle erreur? Et en fait, ça l'avait fait vachement progresser sur ce niveau-là et même s'il avait peut-être, régressé au niveau de sa condition physique, il avait ça en plus et ça lui a servi énormément. Oui, mais ça, Mmh. je peux que rejoindre. Tu sais, alors, je suis ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Les gens qui écoutent pourraient croire peut-être que je m'entraîne un peu comme tout le monde, 2, 3, 4 fois par semaine. Je vais te dire, je m'entraîne en JJB une fois par semaine. Mmh Et mh. pas toutes les semaines, parce que je suis dans une zone isolée, j'ai pas toujours les moyens pour aller m'entraîner à droite à gauche. Mais donc ça fait 4 ans que je m'entraîne un peu comme ça. Ça peut être 3 entraînements dans la semaine, ou après ça peut être un entraînement en 15 jours ou 3 semaines. Et bien que je profite de chaque entraînement physique avec les partenaires qui sont de passage, sache que je mentalise beaucoup, je visualise beaucoup les techniques qui me sont propres, ce qu'on appelle son jeu, mon propre jeu. Je me vois le faire, des fois je m'isole et j'y pense. Euh, et aussi, des fois, ben, je vais faire le jujitsu YouTube, tu vois, Mmh et je vais mh. mettre la même technique, je vais m'asseoir et je vais la mettre en boucle. Et je vais la mettre en boucle. Mais je parle pas de 15 techniques qu'on va regarder en boucle, tu vois. C'est la même Mmh. technique qu'on va regarder en boucle. Tu vois, c'est comme disait Ouais. Bruce Lee. Il faut mieux se Mmh. méfier du gars qui fait 10 000 fois la même technique que 10 000 fois, enfin, que 10 000 techniques une fois. Tu vois, on se focalise sur une seule. Mmh. Et la fois suivante où j'ai un partenaire qui passe,
bah, tu peux être sûr qu'elle Ouais. passe, cette technique. Et en plus de la regarder, de regarder la vidéo, est-ce que tu fais ce travail de visualisation, par exemple les yeux fermés, où tu te représentes mentalement toi-même en train de faire cette technique? Tu fais ce Ouais. travail-là aussi? Une fois que j'ai absorbé le contenu visuel, tu vois, à répétition, Mmh. après je ferme les yeux, je m'isole sans la vidéo et je me représente en train de le faire. Je me représente, j'essaie de ressentir le grip, tu vois, là où je pose les Mmh. mains. J'essaye Ouais. vraiment, et des fois, bien sûr, on s'y perd, tu vois, donc hop, je reviens sur la vidéo, je mentalise, je refais ça, tu vois. Mmh. Ça, c'est Et hyper important, ce que tu dis. Dans le travail de visualisation, c'est hyper important d'y mettre le plus de sens possible, le sens dans le sens des 5 sens. C'est-à-dire qu'on va y mettre du toucher, on va y mettre de la vue, on va même y mettre de l'odorat, du son, du goût et le fait de mettre tout ça dans son travail de visualisation, d'imagerie mentale, ça va la rendre d'autant plus réelle et d'autant plus puissante. mm, ouais, je peux que Hyper, rejoindre. intéressant et du coup, vu qu'on parle de l'entraînement, heu, pour toi justement, avec quelle mentalité il faut aborder l'entraînement de jiu-jitsu quand on va à l'entraînement? Alors, avec quelle mentalité? Alors maintenant, je te dis ça avec 12 ans de pratique, hein, maintenant. Mmh mh. Et je dis qu'en fait, je vais reprendre des, enfin, c'est pas si c'est ces mots exacts, hein, mais pour moi, c'est un exemple dans le jiu-jitsu français. C'est Vincent de Guyenne, euh, qui s'était qualifié à un moment donné d'éternel étudiant, tu vois. Yes. Et je pense que c'est avec cette mentalité qu'il faut venir, c'est apprendre. Jamais croire qu'on maîtrise tout. C'est pas parce qu'on soumet ses partenaires d'entraînement qu'on sait tout. Oui, on est peut-être le champion de la salle, mais le jiu-jitsu brésilien est tellement varié, il y a tellement de techniques, il faudrait une vie entière pour étudier, maîtriser tout. Je pense que même une fois qu'on maîtriserait tout, il faudrait tout recommencer à zéro. Mmh. Voilà, je pense que comment aborder un entraînement, c'est aborder avec un esprit d'étudiant. Et je vais te dire, ce serait un peu comme pour tous les sports, dans le sens où, tu vois, je fais aussi de la musculation, et on va dire dans la musculation, beaucoup vont se focaliser sur la charge, le poids qu'ils vont mettre sur la barre. Si je mets ça en perspective avec le jiu-jitsu, le gars va se dire, ok, ben, je vais soumettre l'adversaire. Mais je pense qu'au final, il est plus intéressant de se pencher vers comment pratiquer une technique, utiliser ce qu'on fait pour apprendre une technique, mais pas pour le but final. Tu vois, au final, c'est Mmh. pratiquer, en anglais, ils disent un skill, soit une compétence, acquérir une compétence plutôt qu'une finalité. Tu vois, la Mmh. soumission, ça n'est qu'une finalité de la bonne mise en place de tes techniques, au final. Tu vois, Le et le en chemin musculation, est le but, comme dirait voilà, ce bon vieux Bouddha. c'est ça, exactement. Bah, tu vois, tu me parles de Bouddha, j'en ai un juste à côté de moi là. Ah. Mais et c'est pareil par rapport à la musculation, Mmh. au travail de force. On va se focaliser sur la charge, alors qu'au final, si on mettait plus d'importance à travailler sur la qualité technique, sur l'exécution d'un soulevé de terre ou d'un squat, on verrait que le squelette serait un peu plus préservé et que peut-être qu'on stimulerait peut-être beaucoup plus en coordination tous ses muscles, et qu'on préserverait peut-être un peu plus son corps que de faire à la bourrinos en vrac. Yes. Voilà. Et au Donc jiu-jitsu brésilien, c'est un peu pareil. donc un esprit d'étudiant, tout, se concentrer sur la qualité avant tout, la qualité du processus de l'apprentissage du mouvement. Est-ce que donc toi, comme tu disais peut-être tout à l'heure, tu vas aussi à chaque entraînement avec un objectif bien précis? Je vais travailler cette technique ou je vais travailler cet aspect-là. C'est quelque chose que je travaille depuis peu, je te l'avoue. Mmh. Euh, et enfin, à titre individuel, parce qu'effectivement, quand j'étais en club avant, c'est des choses qui se faisaient, tu vois, combat à thème. Il y a un combat à thème sur les fins de combat, sur les fins d'entraînement. Ben là, je me l'impose. Souvent, quand je m'entraîne moi à la maison, c'est souvent ça se transforme souvent en sparring, hein. C'est quasiment que des combats et je me dis ok, tel combat, on va combattre 10 minutes, ça va être que du passage de garde, quoi. Et une fois que j'ai passé la garde, je me laisse reprendre Mmh. volontairement et hop, hop, je sors de garde, je passe la garde, tu vois, ou ça va être le Yes, thème, ou ça va être le thème, ok, yes. je vais choper une guillotine, quoi.
Mhm. Hop, je chope la guillotine jusqu'à la finalisation. Hop, on se relève et je repars guillotine, 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 guillotine. Ok. Voilà, c'est vraiment à Mhm. thème et c'est pas mal, quoi. Ok, cool. Et, toujours sur l'entraînement, un autre outil de préparation mentale hyper important qui me semble que tu utilises et j'aimerais que tu en parles, c'est ce qu'on appelle le tracking ou le fait de suivre ses entraînements, ses progressions et de tout noter. C'est un truc qui se fait vachement, je crois, en musculation parce que les gars aiment suivre combien ils ont soulevé aujourd'hui, combien de fois et voir leur progression. J'ai l'impression que dans des sports, d'autres sports, le foot ou le jiu-jitsu brésilien, ça s'utilise beaucoup moins. Est-ce que toi, enfin, tu peux nous dire comment tu utilises cet outil-là de tracking? Moi, le tracking, je l'utilise vraiment, je te le dis, pour la musculation à 100%. Mhm. C'est quelque chose que je fais vraiment au quotidien. C'est tout noter, les temps de repos, quel poids, les sensations. Waouh. Ouais. Voilà. Ça m'aide vraiment aussi, tu vois, pour transposer d'une séance à l'autre. C'est vraiment Mhm. optimal. Et ça, en fait, ces techniques, c'est pas quelque chose que j'ai remis dans le jiu-jitsu brésilien. Et je t'explique pourquoi. Ok. Je vais te l'avouer, c'est vraiment de la grosse feignasserie, en fait. Ni plus ni plus ni moins. Ouais. Non, parce qu'en fait, tu vois, c'est assez, c'est tellement technique qu'en fait, pour une seule technique, il faudrait que tu écrives un livre. Oui. Ok. Tu Je sais, vois pour ce les que tu veux dire. placements. Enfin, c'est mon ressenti. Après, je sais que j'ai déjà vu des gens qui font ça de manière beaucoup plus synthétique. Il faut avoir cet esprit synthétique. Ouais. Mais souvent, ouais, Oui. pareil, pour la plupart alors là, je sors de ma personnalité, hein, bien sûr, mais sur la plupart des combattants ou des pratiquants du jiu-jitsu brésilien ou autres sports de préhension, les cours, ça se termine le soir. Les gens Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils se dépêchent de se doucher, de rentrer à la maison. Il est 22h, 23h. Et là, des Mhm. fois, les mecs, ils se disent, OK, bon, il est peut-être temps d'aller se coucher et pas de noter Ouais. sur un papier. Alors que si c'était, alors si c'est un pratiquant lambda qui vient là pour, tu vois, pour développer apprendre tranquillement, tu vois, en dilettante, je peux le comprendre. Par contre, si vraiment l'objectif du pratiquant est de devenir champion, moi je dirais que ben il n'y a pas de secret, hein. Les champions ils se font pas comme ça en claquement de doigts, hein. C'est dans Mhm. le champion il se fait dans le détail maintenant. Exactement. Le champion se fait dans le détail. Donc, si je dirais que celui qui a vraiment envie de devenir un champion à son niveau, bah, prendre le temps de traquer ses entraînements, Mhm. ça peut valoir De le coup. devenir un champion ou tout simplement de progresser, d'optimiser sa performance. Il y a des petits outils comme ça et comme tu le disais, on peut peut-être commencer très simplement en notant avant d'aller à l'entraînement, j'ai envie de travailler telle technique et voir en rentrant de l'entraînement, est-ce que j'ai réussi à être concentré sur cette technique? Quel a été le point positif? Quel a été l'axe d'amélioration? Tu vois, 2, 3, 4 colonnes, on peut commencer par ça et ça nous met du coup dans cette mentalité, dans cet état d'esprit, ensuite d'être plus présent à l'entraînement et dans ce qu'on fait dans notre sport. On va Je suis voir qu'il y a plein complètement d'autres d'accord. outils, ouais. Complètement d'accord. Le fait d'arriver avec une intention dans l'entraînement, comme tu le dis, le faire au préalable, Mmh. le fait d'arriver avec une intention fait que tu vas te focaliser sur cette intention et automatiquement, tu vas diriger tes actes là où est ta tête. Mmh. Et après je sais qu'il y en a, voilà, qui notent absolument tout et qu'est-ce que j'ai mangé, bu avant l'entraînement et du coup je vais voir quel impact ça a pu avoir sur ma performance. Enfin il y a tu peux aller très loin après dans ce suivi, dans ce tracking. Ah, ça, par contre, tu vois, ce que tu dis, par exemple, sur l'alimentation, l'hydratation, c'est quelque chose que moi je fais. Déjà, je Mmh. traque, ça fait faire une bonne année et demie, bientôt 2 ans que je traque mon alimentation. Mmh. Et j'ai vraiment vu un changement radical sur mon physique, mes performances physiques et bien d'autres choses. Mmh. Mais un petit tuyau, tiens, simple que je donne comme ça pour le jiu-jitsu brésilien, qui peut être très important parce que pour moi, l'hydratation est très importante Oui. pour la performance, qu'elle soit physique ou mentale, c'est de se peser avant l'entraînement, voir le Mmh. poids qu'on fait, et se peser après l'entraînement. Ouais. Déduire aussi l'eau qui a été consommée pendant l'entraînement, et on voit la différence de Mmh. poids. Et là, tu auras la quantité d'eau perdue. Et cette eau qui est perdue, il faut la compenser. Il faut Mmh. la compenser. Pas oublier que l'être humain est quand même fait enfin, l'adulte entre 60 et 70% d'eau. Mmh mh. 60 à 70% d'eau. Et c'est pas que dire oui, on va se dessécher.
c'est aussi se dire que l'eau participe à la fixation des vitamines C et vitamine C et vitamine B, entre Mhm. autres. Vitamine B qui servent aussi à réguler le système nerveux, c'est important ça, quand on veut avoir un Mhm. mental qui fonctionne bien. Donc c'est aussi penser à ça. Voilà. Yes. Donc, qu'est-ce qu'on boit aussi, hyper important à suivre. Et qu'est-ce qu'on perd en eau, du coup, parce que c'est vrai que dans ces gui, on transpire, hein. On transpire un max. Ouais, j'ai déjà vu des entraînements où je perdais 4 kilos, quoi. Hein. Et ouais. 4 Ouais. kilos de flotte, quoi. Même si tu bois pendant l'entraînement, en plus, Ouais. c'est hyper important. Ouais. Ouais, l'été, Ok. là, comme ça, là, quand Mhm. il fait chaud, là. Mhm. Carrément. Yes, merci pour ce petit conseil. Je passe de l'entraînement à la compétition et donc j'aimerais avoir, toi, ton retour aussi en tant que compétiteur sur comment se préparer et comment gérer une compétition mentalement selon toi. Toi, qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu as des routines avant, pendant? Alors, là, j'ai repris la compétition cette année en ceinture noire. Mmh. Avant, ça faisait 3 ans que j'en avais pas fait. Mais j'ai fait beaucoup plus de compétitions sur mes premières années de jiu-jitsu, de la blanche à la violette. Yes. Et après, bon, c'est fait que j'ai fait un peu moins de compètes, raison familiale. Enfin bref, on se trouve toujours des excuses, mais voilà. Et j'ai eu, malgré tout, des bons résultats, blanche et bleu. Alors on me dira, oui, c'était que blanche et bleu, et c'était en master et tout. Mais je l'ai fait. C'était ton meilleur niveau à ce moment-là, donc Alors le meilleur niveau que j'ai eu, c'était fin de ceinture bleue. Tu vois, je pense que c'était en mmh, 2013. C'était yes. 2013-2014. Euh, à cette époque-là, j'ai fait 2 fois le podium à Lisbonne, donc en championnat d'Europe. J'étais en ceinture blanche, certes, ceinture blanche, Master 1. Et j'ai fait podium aussi en ceinture bleue, Master 1. Voilà. En termes de... je dis ça, c'est important parce que ce que je vais dire, en fait, c'est comme ça que je m'étais préparé. Ouais. Ces compètes-là, par exemple, elles avaient lieu au mois de janvier. Moi, je suis surtout pour la bleue, donc 2013-2014. Euh, Dès le mois de fin août, là, tu vois, comme maintenant, fin août, début septembre, dans mon objectif, c'était, OK, je vais à Lisbonne, je suis sur le podium. Et je te parle, moi, je suis très dans la visualisation. Tous les soirs, je te dis bien, tous les soirs, avant de me coucher, avant de m'endormir, j'étais dans mon lit, je me voyais sur le podium à Lisbonne. Et une fois que j'ai eu ce podium, je me suis dit, merde, j'aurais dû me voir sur la première marche. Tu vois. Et je me suis vu sur le podium. Alors, je ne me rappelle plus, j'ai dû faire 5 ou 6 combats le jour de la compète, quoi. Mais je me voyais Mmh. la, sur le podium tous les soirs. Ensuite, avant la compétition, j'avais planifié des compétitions de préparation et je m'y Yes. suis tenu. Et pour travailler ma condition, pour me préparer, pour me tester, en me donnant des limites, dire ok, si tu réussis, ben non, tu fais pas l'absolute parce que c'est pas le but de te blesser, tu vois, en combattant contre Mmh. des gars plus lourds, par exemple. Et donc, ben voilà, j'ai respecté tout ça. Et le jour J, ben, je suis arrivé sur le podium. OK, donc un Visualisation. travail de Visualisation. visualisation encore une fois. Et après, je me faisais moi-même ma préparation physique en direction de ces championnats. Et ben, quand je faisais mes mouvements, je m'étais inventé un truc de reproduire des mouvements de jiu-jitsu brésilien pendant mon entraînement. Donc j'avais mis des poids, enfin bref, peu importe. Et je Mmh. me visualisais en train de faire ces mouvements pendant la compète, quoi. Et ben, Yes. forcément, pendant la compète, je me suis retrouvé dans ces situations. Mmh. Ouais, c'est histoire d'intention aussi. Je pense que tout ça, ça véhicule des choses. Et donc, ben voilà, moi, je me voyais sur le podium, je me voyais prêt physiquement. Voilà. Après, pour d'autres Cool. préparations à d'autres compétitions, il y a des fois où je vais dans une compétition et je sais que je me dis, OK, je vais faire de la gogo plata. C'est un truc qui sort. Voilà, bref. Et ben, en compétition, je te sors une gogo plata, quoi. Mais je la visualise, ça fait 48 heures avant la compète. Mmh. C'est ça. Ouais, tu te Et conditionnes. c'est ça, exactement. Et ça, j'ai remarqué, je peux le faire à distance, disons, 3-4 mois avant la compète. Alors après, Mmh. tu vois, c'est du marteau-thérapie. Tu vois, je me répète, je me conditionne Ouais. tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ou c'est quelque chose que je peux faire 2-3 jours avant, mais pendant 2-3 jours avant, ça va être là dans ma tête.
ça va faire, tu sais, comme le cœur qui bat et pop, pop, Mhm, pop, mhm, et je l'ai devant les yeux. mhm. Et sur une durée plus courte, j'étais au championnat de France de JJB au mois de juin. D'ailleurs, Ouais. une super organisation par la CFJJB. Et j'ai réussi à monter sur le podium en nogi, en ceinture Mhm. noire. Et juste avant le combat, la demi-finale, j'étais pumpé à mort et je me suis dit, lui, je vais faire ça, ça, et je vais me retrouver dans son dos. Mhm. Et ça s'est passé exactement comme ça. Mais j'ai juste visualisé que je prenais le dos, j'ai pas visualisé de finalisation. Ce que j'aurais peut-être dû faire, j'aurais peut-être Mhm. gagné. Du coup, j'ai perdu. Yeah, mais c'est hyper intéressant parce que donc là, tu abordes cette question de la visualisation et encore une fois d'avoir une intention et il y a rien de magique là-dedans. C'est juste qu'on conditionne notre cerveau à être concentré sur un geste particulier, une situation particulière et ça va nous aider dans l'exécution forcément. Et une deuxième chose, un deuxième outil de préparation mentale qui est hyper important. Parfois, on ne pense que, à visualisation, méditation, tout ça, mais la planification, c'est un truc qui est hyper important aussi. Et c'est vrai que préparer une compétition, c'est préparer encore une fois, en amont, tous les détails, c'est-à-dire, qu'est-ce que je mets en place? Comment je me prépare à cette compétition techniquement, physiquement, mentalement? J'écris ça, je fais un suivi et tout ce travail-là de planification et de suivi encore, c'est un travail qui peut être hyper intéressant, hyper bénéfique pour booster nos performances. Ouais, je peux que te rejoindre là-dessus. Tu sais, c'est aussi mon boulot de planifier des stratégies, puisque tu sais que Mmh. je suis naturopathe, je suis conseiller en nutrition et j'accompagne des athlètes pour qu'ils soient au poids pour une compète ou pour qu'ils soient à leur pic de performance. Donc, dès qu'on commence un suivi, ok, on connaît l'objectif et on sait ce qu'il va falloir faire, quoi. J'établis une Mmh. stratégie en bon accord avec l'athlète. Et ben voilà, il faut faire ça, à tel moment il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut toujours penser que le but, c'est ça. Voilà. Et on adapte au fur et à mesure, mais on ne perd pas de l'objectif de vue. Mais effectivement, si on ne respecte pas la stratégie, ça ne se passera pas forcément comme prévu. Ouais, il y a la discipline après. La C'est discipline. c'est pour ça que c'est intéressant d'être entouré d'un préparateur physique, d'un préparateur mental, d'un naturopathe, d'un accompagnement en fait, d'une personne qui a étudié ça, qui a lu, qui l'a pratiqué, qui l'a expérimenté et donc qui peut vous guider sur ce chemin-là en vous disant: «Voilà, tel est le protocole, on va en fonction de ton objectif, on va travailler comme ça, le plan, ça va être ça». La planification, elle est hyper importante aussi. Une dernière chose sur la compétition, il y a pas longtemps, je faisais un petit sondage sur, Instagram pour savoir comment les gens, qui me suivaient, dont pas mal font du jiu-jitsu brésilien, se sentent le jour J. Et tu as pas mal qui disaient qu'ils étaient, un peu, perturbés ou secoués par, des émotions, par le stress, ils se sentaient un peu débordés et tout ça. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour maintenir un état de calme et de concentration optimale, de sérénité, pendant une compétition? J'ai pas de pilule magique. La Mmh mh. pilule magique, d'aller en compète, faire de la Ouais. compète, faire en sorte que ça devienne une habitude. Mmh mh. Et quand ça devient une habitude, après, c'est comme quand tu te lèves le matin, tu stresses pas parce que tu vas commencer ta journée, tu vas faire ta journée. Tu as l'habitude d'aller en compète, c'est ta Yes. journée. C'est ta journée. Et c'est facile à dire, hein, bien sûr. Hein. On dit, ah, merde, s'il faut faire des compètes toute l'année pour être à l'aise. Mais je vais te dire, moi, mon premier combat en ceinture noire en compétition, je l'ai fait en avril 2022, donc cette année, contre Kenji. C'était Matsushima. Et après le combat, moi, tu sais, alors, il m'a mis la dose. Hein, et Mmh mh. j'aime bien aller voir mes adversaires après et leur demander un conseil, tu vois, pour que moi aussi je progresse. Et Un il m'a dit feedback un hyper feedback, important voilà, c'est aussi. ça, qu'il puisse me donner un conseil que lui aurait pu retirer aussi. Il m'a dit, tu sais, la première année ceinture noire, c'est très difficile, mais pour que ça devienne facile, fais de la compète. Mmh. Voilà, OK. fais de la compète, fais de la compète. Donc la Après, pratique. voilà, c'est la pratique. Après, il y a plein de choses qui peuvent. Pour moi, mon approche par rapport à la compétition, il faut pas forcément être zen. Il y a Mmh des mh. gens qui sont stressés et c'est peut-être stressés. Il y a différentes façons d'appeler ça, qui sont anxieux.
Mmh. Mais peut-être que cette anxiété, au moment de mettre le pied sur le tatami, va exacerber certaines bonnes choses pour exprimer leur plein potentiel, tu vois. Ça, c'est quelque chose, peut-être qu'il faut accepter d'être comme ça, mais lâcher la bête au moment du combat, tu vois. Mmh. Et Mmh. donc ça, c'est important. Euh, Moi, je suis Oui. perso, quand j'arrive en compète, moi, je suis zen, quoi. Mmh. Moi, je me mets enfin, ma musique dans la tête. J'ai pas d'écouteurs ni rien hein, quand je suis en compète. Je suis comme ça, je parle avec les gars. Et voilà, advienne que pourra. J'y vais, moi, vraiment pour me faire plaisir, donner le meilleur de moi-même. Parce que je sais qu'au final, j'ai rien à perdre. Tu vois, je vais pour faire de mon mieux. J'y vais pour gagner. Hein. Mais au final, j'ai rien à perdre. Tu vois. Mmh. Je te dis ça parce que moi, j'ai été militaire. J'ai été confronté à des situations de vie ou de mort. Et quand je suis sur le tatami, même si je perds, je vais pas mourir. Donc voilà, j'ai ce retour, c'est mon approche. Donc après, moi, les gens qui vont faire un peu les chochottes, oh, je suis stressé et tout, des fois aussi, ça m'agace un peu. Voilà, je te le dis. Mmh. Et oui, oui, mais parce que, ça peut arriver justement pour des gens peut-être qui ont pas l'habitude, de la compétition ou de ce genre d'ambiance. Justement, leur mental leur joue des tours comme si c'était une question, de vie ou de mort, comme si l'enjeu était énorme Ouais. et c'est là que justement, prendre un peu de distance avec le mental, en se disant: «Bon voilà, il y a mon mental, il m'envoie telle et telle pensée, il m'envoie telle émotion, je me sens anxieux et tout ça, mais est-ce que tout ça c'est réel?» Et essayer de se reconcentrer, se disant: «Bon voilà, quelle est la situation vraiment où je suis? Qu'est-ce que je dois faire?» Donc tout le travail qui est fait en amont, dont on a parlé, il est hyper important et après, ça dépend comme tu dis, s'il y en a, l'anxiété, le stress va vraiment les perturber, perturber leur performance, on peut trouver des petites stratégies pour se calmer, se reconcentrer, être dans le moment présent et essayer de révéler son plein potentiel, quoi. Mais si finalement, comme tu disais, ça te perturbe pas trop, finalement, ça peut aussi te motiver et donc c'est positif dans Bien ce sûr. sens. Au final, la compétition, c'est surtout dans les arts martiaux, les sports combat, les sports qu'on fait. Hein. C'est pas des sports de Mmh. combat, c'est des arts martiaux, des préhensions. On se tape pas non plus dans la tête. Hein. Mais c'est aussi se dire, ok, il faut lâcher la bête, quoi. Hein. Il faut lâcher Mmh. la bête. Et souvent, je vois des gens qui sont, et je peux comprendre, hein, ils n'ont pas l'habitude, qui sont crispés, qui ont peur de perdre, parce que c'est ça aussi, c'est Mmh. l'inconvénient d'un sport où tu payes pour pratiquer un certain prix et que tu sais que tu peux perdre, tu peux t'éliminer au bout de 10 secondes, quoi, tu vois. Donc Mmh. ça crispe Mmh. les gens, tu vois, et il faut le dire, hein, l'argent est aussi un facteur déterminant pour pas mal de personnes, pour la pratique. D'ailleurs, si on pose la question à pas mal de gens, je suis sûr qu'ils te diront que s'ils vont pas de la compète, c'est parce que faut payer le train, faut payer la compétition, faut payer le Ouais. logement. Mmh. Et donc, du coup, c'est un investissement. Et des fois, les gens, ils investissent de l'argent, ils vont à la compète et hop, ils sont tétanisés. Putain, j'ai investi tout ça, j'ai pas le droit de perdre. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Après, en Ouais. parallèle, dans le cadre de la préparation à la compétition, et je dis ça avec toute l'humilité parce que je ne suis pas non plus un grand compétiteur. Hein, bien sûr, il faut remettre toutes les choses à leur place. Hein. Il y a des Mmh. gens en France qui sont des grands compétiteurs et je ne me considère pas comme eux et tout respect à eux. D'accord. Mmh. Il faut remettre les choses à leur place. Mais dans la préparation aussi pour la compétition, c'est savoir comment on s'entraîne. Sur le tatami, est-ce que quand on fait des combats en préparant une compétition, on combat avec l'intention de la compétition? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Est-ce que tu vas te mettre la dose avec les gars comme si tu étais en compétition pour essayer de reproduire ce qui pourrait se passer le jour J? Et je pense que c'est pas ce qui se passe. Les gens, ils vont faire des entraînements compétition. Oui, ils vont transpirer, ils vont se mettre dans le mal, mais est-ce qu'ils vont essayer de mettre en place leur stratégie réelle avec l'intensité, tu vois, tout ça à mettre en place? Est-ce qu'ils vont le faire Et oui. régulièrement? Et je pense qu'en s'exposant à beaucoup de répétitions de ce genre de combat, ils arriveront beaucoup plus préparés le jour J, je pense. Et oui, forcément, parce que tu connais déjà l'intensité, que ça demande et la réalité que ça demande un combat en compétition. Donc forcément après, tu sais mieux comment le préparer. C'est ça, Mmh. et je pense que aussi, il y a le côté stratégique. Mmh. Comme je te disais au tout début, les gens vont faire ce sport aussi pour se défouler. Ils veulent se mettre la dose au sport parce que pour eux, c'est un bon entraînement, c'est quand ils sont rincés. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se considérer
compétiteur si on pense que comme ça. Si on pense juste on va se défouler tous les soirs et puis on va faire de la compétition. C'est complètement différent. La compétition, c'est une histoire de stratégie, il y a des points, il y a un temps, il y a... Donc, si tu veux être au top à la compétition, il faut prendre les paramètres que sont le temps de combat, les points, les avantages, et tout ça, le ramener à ton entraînement et te dire que quand tu t'entraînes, il faut que tu vises aussi la stratégie que tu mettras en place le jour de la compétition. Ça, c'est avoir l'esprit compétiteur, je pense, hein, quand tu prépares une compétition. Mais évidemment, quand tu vas t'entraîner, tu as envie de te défouler et tout, tu vas pas dans tous les sens, tu vas pas non plus bloquer le gars et attendre de faire juste un renversement à 10 secondes de la fin pour marquer les points. Tu vois ce que je veux dire? Ça Ouais, va tu vois? d'où l'importance, encore une fois, d'avoir peut-être ce petit outil de tracking où avant un entraînement, on va dire, bon, aujourd'hui, c'est la stratégie. Je veux développer, travailler que ma stratégie. Je me préoccupe pas de la technique, je me préoccupe pas du physique. Je me concentre sur ça. Et un autre entraînement, ah là, je veux travailler cette technique spécifiquement que j'espère pouvoir mettre en place en compétition. Et donc, le fait, finalement, comment se préparer au mieux à une compétition, j'ai l'impression qu'on arrive à, c'est l'entraînement, c'est tout le travail qui est en amont. Et comment éliminer peut-être le stress, l'appréhension le jour J, c'est en faisant tout ce travail et en allant chercher tous ces petits détails dont on est en train de parler. Je suis complètement d'accord. Mmh. C'est la planification, l'organisation de ton entraînement, essayer de reproduire ce qui pourrait se passer le jour J. Et je te parle, comme je te disais, j'étais ancien militaire. Quand on fait des entraînements, on fait des entraînements au plus proche du réel. Parce que le jour J, voilà, et même si le jour J, il y a les trucs qui sont en vrai, quoi, t'as quand même drillé. On disait la même chose à l'armée, hein, du drill tactique, du drill technique, c'est la même chose. Et tu répètes avec l'intensité, avec la ferme intention de réussir. Et je pense que c'est la même chose qui devrait se passer pour le jiu-jitsu brésilien et tous les sports au final, hein. Ouais, ouais. Énorme, excellent. Mais on a bien couvert cette question de l'entraînement, de la préparation et de la compétition. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu sur nos domaines de prédilection, qui sont l'alimentation pour toi et la méditation de mon côté. Mmh. Et à travers la dimension mentale. Je ne sais pas si on t'a déjà posé cette question, mais moi je me la pose. Quelle est l'influence de l'alimentation sur le mental? À quel point en fait l'alimentation elle influence notre mental? Et du coup, comment ça marche? Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est les nutriments, les minéraux qui agissent? Voilà. Je vais prêcher pour ma paroisse. Je vais te dire, alimentation de merde, idée de merde. Voilà, c'est aussi Mmh. simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tu sais, on est ce qu'on mange. On est ce qu'on Ouais, mange. oui. Nos cellules, elles se développent, nos gènes s'adaptent en fonction de ce qu'on va lui donner. Si Mmh. tu lui donnes les bons aliments, les bons nutriments, il va performer au mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Si tu apportes les bonnes briques à ton cerveau va fonctionner de manière optimale. Mmh. Voilà, après, il Et suffit de notre savoir. cerveau a besoin justement d'énormément de calories, il pompe vachement d'énergie dans notre alimentation, Pou, pou, c'est ça? pou. Ben oui, oui, et on sous-estime ça, tu vois. Le cerveau va consommer, on va dire, 20% de tes calories quotidiennes, Mmh. 25% à 30% de ton glucose quotidien. Alors Donc, que c'est une petite partie, comparée à voilà, la taille de mon corps. ça représente 10% de ton poids, quoi. Enfin, Mmh. même pas 10% de ton poids, tu vois. Et ça consomme tout ça en calories, en énergie, en glucose. C'est énorme. Et souvent, c'est ce que je vais dire, la base de la pyramide nutritionnelle, c'est l'importance de l'apport calorique. Mmh. C'est la base. On va dire, on va se représenter cette pyramide de la nutrition. À la base, c'est les calories. Pourquoi? Parce qu'en fait, les calories, c'est l'énergie. L'énergie, ce sont les calories. C'est à partir de Mmh. ces calories contenues dans les aliments qu'on mange qu'on va produire l'énergie. Donc ça, c'est la base. Il faut avoir déjà assez d'énergie. Une fois qu'on apporte assez d'énergie dans son corps et qu'on veut soigner un peu son alimentation, que ce soit pour avoir un physique, le côté esthétique, un physique performant, endurant, un cerveau qui fonctionne bien,
un bon renouvellement cellulaire. Il faut avoir une bonne répartition en macronutriments. Les macronutriments sont les protéines, glucides et lipides. Mhm. Si on regarde toi comment est constitué le corps, le corps principalement c'est des protes quoi. Les muscles ce sont des protéines, qu'on le veuille ou non, les tendons, il va y avoir des protéines. Le cerveau, lui par contre, il est fait principalement de graisse et d'eau, Ah, ok. de graisse et d'eau. Donc tu vois tout à l'heure je parlais d'hydratation, c'est important Yes. d'avoir Et ouais, ouais. d'être assez hydraté. D'ailleurs, je sais plus, il y avait pareil une étude qui montrait que 2% de déshydratation, c'était 20% de moins bonne performance, qu'elle soit physique ou mentale. Mhm. Tu vois, donc Mhm. l'importance de l'hydratation. Le cerveau est constitué d'eau et de graisse, d'acides gras. Ok. Et Donc, donc là, moi, là, je pars sur un truc, il n'y a rien de vas-y. scientifique derrière. Euh, les oméga 3, c'est des bonnes graisses, on dit souvent. Si je me trompe pas, tu m'arrêtes tout de suite si je me trompe, hein. Les oméga 3, c'est des bonnes graisses. Et il me semble que dans le poisson, il y en a pas mal. Et quand j'étais petit, on me disait, mange du poisson, c'est bon pour ton cerveau. Ah, quand tu étais petit, et moi aussi quand j'étais gamin, personne n'avait encore trop ces notions d'oméga 3 ou pas. Et je vais tout de suite rebondir sur l'histoire, la notion de bonne graisse. Je vais te Mhm. dire qu'au final, il n'y a pas de bonne graisse ni de mauvaise graisse. Le tout Mhm. réside dans l'équilibre. C'est comme tout. Mais effectivement, on tirera plus de bénéfices à consommer des acides gras oméga 3 que des acides gras trans qui sont dans les produits transformés, bien évidemment. Mais Donc oui, les oméga 3, c'est des bons aliments pour nourrir notre cerveau, justement. alors, les aliments dans lesquels on trouve les oméga 3, principalement les petits poissons gras, il y a d'autres Mhm. aliments qui vont être plus végétaux aussi, hein, ce sont des aliments qui peuvent être bien bénéfiques pour le fonctionnement cérébral. Mais Mhm. pas uniquement, qui seront aussi bénéfiques pour la circulation sanguine, voilà, et plein d'autres choses, bien sûr. Mais dans le cadre présent, on parle de performance cognitive, de gestion Ouais. du stress, donc du cerveau, hein. Oui, Mhm. oui, les oméga 3, on peut dire que c'est le complément du cerveau. Yes, excellent. Et ça rejoint, c'est très physique, mais c'est très mental aussi. Mais parfois, on mange et ce qu'on mange, ça nous fatigue. Ouais. Et du coup, quand tu es en recherche de performance, c'est hyper important de manger, mais de pas te sentir fatigué derrière par la digestion ou voilà ce qui se passe, je sais pas exactement. Peut-être encore, enfin, surtout à l'entraînement, ce que tu manges avant d'aller à l'entraînement, ce que tu manges avant la compétition va être hyper important pour te mettre dans de bonnes dispositions, avoir l'énergie nécessaire, mais pas cette fatigue-là qui va te plomber, qui va t'empêcher de performer en fait. Ouais. Ce que tu décris, en gros, c'est ce qu'on appelle la fatigue digestive. Mmh. Et la fatigue digestive, tu sais, c'est quelque chose de très individuel. Ça va dépendre de la personne, déjà si elle a quelle est son histoire, son historique de santé, ses habitudes alimentaires. Est-ce qu'elle a des intolérances, des allergies? Est-ce qu'elle fait des mélanges d'aliments qui ne lui convient pas à elle, cette personne? Ça, Tu vois. c'est ce que vous appelez le terrain en naturopathie, c'est ça? Ah, c'est pas Heu, forcément. Ouais, on peut dire ça comme ça, quoi. Tu vois, on va essayer de définir le terrain de la personne. En mmh, gros, moi, je vais te dire, j'appelle pas ça comme ça. Je fais mon enquête. ouais, Je OK. fais mon enquête pour vraiment Mmh. individualiser mes conseils et vraiment cerner la personne. On va vraiment Yes. cerner la personne. Peu importe comment on appelle les choses, tu vois, au final, c'est d'individualiser les conseils. Et donc, pour revenir à cette digestion qui peut être ralentie, il faut bien te dire que la digestion à proprement parler va nécessiter quelque chose comme 60% de ton énergie. C'est-à-dire que, alors on dit 60%, ça peut être plus, ça peut être moins en fonction de ce que tu manges, mais 60% de ton énergie. Donc le midi, tu manges, après le repas, dès que la digestion est lancée, ton corps va mobiliser ses ressources pour digérer. Qu'est-ce que ça veut dire mobiliser ses ressources? Ben, ni plus ni moins, il va rediriger du sang, des nutriments vers l'appareil digestif, donc vers l'estomac, vers Mmh. le foie, le pancréas, les intestins, pour que ces organes fonctionnent de manière optimale, pour que la digestion soit optimale, pour qu'on puisse digérer et surtout assimiler les nutriments, Mmh. extraire les nutriments de l'alimentation, les envoyer dans les cellules et Oh! éliminer les déchets. Tu vois. OK.
Et donc, parce qu'il utilise toute cette énergie, ce sang, pendant qu'il est vers le système digestif, il n'est ni dans les muscles ni dans le cerveau. Mhm. Il y aura toujours du sang dans les muscles et dans le cerveau. On aura toujours la même quantité de sang dans le corps. Mais le corps étant une machine parfaite, il va rediriger les éléments dont il a besoin vers là où c'est nécessaire. Mhm. Mhm. Tu vois? Ouais. Et le sang étant, il me semble, responsable en grande partie de l'oxygénation des cellules, etc. Forcément, tu as moins de force dans les mains ou ton cerveau est plus au ralenti parce qu'il est moins oxygéné. Exactement. Ben, moi, tu vois, je considère le sang en fait comme la SNCF. En fait, il faut pas que ça fasse la grève là, mais le Mhm. sang, en fait, va transporter les nutriments et l'oxygène en direction des cellules, des organes, là où c'est nécessaire. Tu vois? Yes. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Excellent. Donc, Sur donc, l'alimentation, donc, ouais, je vas-y, continue. vas-y. Donc, du coup, comme le sang transporte tout ça, on a tout intérêt à ce que le sang soit bien véhiculé et les oméga 3 facilitent la bonne circulation sanguine, une bonne vascularisation, tu vois, que ce soit en direction des muscles ou du cerveau. Alors, Mhm. quand je dis oméga 3, bien sûr, en premier, il faut penser aux sources alimentaires d'oméga 3 avant de penser aux compléments. Voilà, ce sera Mhm. toujours ça en premier. Ouais. Et donc, avant l'entraînement, avant la compétition, il faut réussir à avoir un apport énergétique, suffisant, on va dire, un apport énergétique sans que celui-là, il pompe toute notre énergie, et nous pompe notre énergie, en fait. Exactement, il faut trouver le juste milieu. Mais ça aussi, Mmh. c'est comme l'entraînement. C'est comme l'entraînement. Moi, je reçois toujours des messages de personnes qui ont une compète le samedi. Ils m'envoient des messages le mercredi en me disant qu'est-ce que je dois manger avant la compète de samedi. Mmh. Je dis ben écoute, j'en sais rien. Ça dépend de Ouais. toi. Tu vois, moi c'est répondre à cette question pour moi, il faudrait 1 heure quoi, tu vois. Et oui, oui. Que 1 si je heure et réponds peut-être 6 mal. mois de suivi, de voir, d'évaluation Bien sûr, mais et tu vois, il y a des principes, bien sûr, il y a des grands principes, mais si oui, moi, une personne me pose la question, moi, je suis tellement trempé dans l'individualisation que voilà, si je veux être efficace dans ce que je dis, pertinent, il faudrait ouais. que je connaisse la personne. Mais euh, en- ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une compétition, ça se prépare à l'entraînement pour le côté combat. Il faut se dire que ça se prépare aussi à l'entraînement au niveau alimentation. Qu'est-ce que Yes. tu manges avant d'aller t'entraîner? Ah, c'est ça, C'est ouais, c'est ça. c'est hyper Tu vas pas, intéressant. tu vas Mmh. pas changer non plus parce que c'est la compétition, parce qu'on appelle ce moment donné compétition. On va pas commencer à changer les choses. On va pas prendre des nouvelles choses. On va pas prendre des aliments que tu connais pas. On va pas prendre des compléments que tu connais pas. On va pas changer tes habitudes juste parce que c'est la compétition. Ouais. La compétition se prépare en amont. Oui, oui, oui. Tu vois. Et là, du coup, on a peut-être une ou 2 colonnes qui se rajoutent dans notre tableau de tracking, à savoir qu'est-ce que je mange avant l'entraînement et quel a été mon niveau d'énergie, mon ressenti pendant l'entraînement. Et là, tu peux voir: «Ah ben ce jour-là, j'avais mangé une banane et 4 amandes, j'avais un bon niveau d'énergie. Par contre, ce jour-là, j'avais mangé, 4 dattes et 2 yaourts et mon niveau d'énergie était pas top». Il y a peut-être pas que l'alimentation qui explique ça, mais on peut avoir des données après de savoir qu'est-ce qui est peut-être le mieux, pour nous. Exactement. Je vais te dire, l'alimentation fera pas de toi un champion, mais cette alimentation peut faire en sorte que tu n'en sois pas un. Tu vois. Ouais, yes. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, hein. Vraiment, Mmh, mmh, j'en mmh, suis mmh. vraiment intimement convaincu. Et tu parlais de savoir qu'est-ce qu'on mange avant de s'entraîner. Et ça, pareil, c'est des questions qu'on me pose souvent. Et je peux mettre des fois sur mon site des recettes pré-training, tu vois, parce que Mmh mh. c'est pas vendeur. De toute façon, je gagne rien à vendre une recette, hein, tu vois. Mais Mmh. qu'est-ce qu'il faut manger? Et je dis des fois, et si on ne mangeait pas Mmh. avant de s'entraîner? Ouais. Comment tu te sens quand tu manges pas? Je Mmh le dis, mh. c'est quelque chose à expérimenter. On Ouais. va pas, Ah oui, si oui. tu tombes dans les vapes parce que pour un entraînement, alors que tu as juste 30 ans ou moins de 30 ans, juste parce que tu n'as pas fait une collation à 16 heures, je vais te dire, c'est que tu as un problème de santé qui est bien plus grave que de ne pas avoir mangé. Tu vois. C'est ça aussi qu'il faut remettre en Mmh perspective. mh. Ouais. Si à 30 ans, tu as besoin, je dis 30 ans, entre 20 ans et 45 ans, tu as besoin d'un booster avant l'entraînement pour aller faire un entraînement de jiu-jitsu brésilien, je me dis, il y a un problème.
Si tu Mhm. peux pas t'entraîner sans, je me dis c'est que tu as un problème. Ça veut dire que déjà, t'as pas assez de production énergétique naturelle. Ça veut dire que tes glandes surrénales, déjà, elles sont très fatiguées. Donc c'est un problème de production d'adrénaline. Moi, je suis naturopathe, c'est de l'enquête. On agit sur la cause. Les gens agissent, eux, sur la conséquence, tu vois. Ils vont mettre le pansement sur le bobo. Ah, je suis fatigué, je prends un booster, je prends un café. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette fatigue? Mhm. Tu vois? Et si tu Ouais, soignais carrément. juste l'origine de cette fatigue, est-ce que tu serais pas bien plus performant à tes entraînements sans avoir à dépenser de l'argent pour des boosters, des compléments et autres? Mhm. Ouais. Tu vois? C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, hein. Cette question aussi de pas manger avant l'entraînement ou même du jeûne sur des périodes un peu plus longues, outre tout l'aspect santé, physique et tout, moi je trouve c'est très intéressant en termes de préparation mentale pour justement faire face à la gestion des émotions, de la frustration, de l'impulsivité, de l'impulsion. Parce que parfois, se retenir de manger rien que pendant 24 heures, ça demande un travail beaucoup plus mental qu'autre chose. De pas aller mettre la main dans le paquet de noisettes ou de quoi, tu vois? Et donc, parfois, si on veut s'entraîner mentalement, ben, là, on rejoint encore l'hormèse d'antifragilité. S'exposer à des stress comme ça, maîtrisés, réguliers, comme le jeûne peut en être un, ça peut être hyper bénéfique. Moi, Paul, je vais te remercier d'apporter ça dans la conversation. Parce que Mmh. moi, étant naturopathe, je me serais pas permis de, même si c'est mon métier, hein, de parler de jeûne en premier, parce qu'en ce moment, tu sais, les naturopathes, c'est un peu décrié, surtout quand on parle de jeûne et tout. On te Ah dit ouais? que, Ouais. oui, oui, on peut dire, oui, c'est des gourous, c'est des ci, c'est des là. Je l'avais en tête avant, mais j'attendais, voilà, OK. tu l'apportes sur le devant de la scène. C'est quelque chose que j'ai pratiqué, que je pratique. Bon, j'ai pas trop fait cette année, mais que j'ai pratiqué. Et au-delà du fait de cette discipline, par exemple, tu dis, ben, on jeûne pendant 24 heures, on s'impose une discipline de ne pas manger, donc du coup, bah, tu vois, cette résilience, Mmh cette mh. résilience à Mmh. pas manger. Mais après, il y a aussi le côté physiologique. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps pendant le jeûne qui fait que tu vas être plus performant? Parce que oui, chez Mmh. certaines Ouais. personnes, le jeûne peut permettre une meilleure performance. Alors, il y a performance et performance. Je te dis pas que tu vas être un pro sur des trucs explosifs à répétition, mais tu peux bien performer. Moi, je te donne mon cas personnel. J'ai déjà jeûné pendant 3 jours en m'entraînant tous les jours et en finissant 3 jours de jeûne par 1 heure et demie de sparring. Alors, c'est Mmh. sûr, les niveaux de sparring, c'était pas des gars ceinture noire avec des niveaux de compétiteurs extrêmes, tu vois, mais c'est quand même des gars qui viennent pour te mettre la dose, qui font Mmh. ton poids au plus lourd, et tu rivalises largement et tu récupères bien. Quels pourraient être les bénéfices du jeûne pour l'entraînement? Je ne conseillerais pas, moi, de jeûner avant une compétition de jiu-jitsu Mmh. brésilien. Mais pourquoi pas l'expérimenter? C'est un travail individuel, l'expérimentation, bien sûr, hein, Ouais. chacun est différent. L'expérimenter pour l'entraînement. Euh, Physiologiquement, le jeûne, bah, tu vas te mettre dans un état d'alerte parce que tu n'apportes plus d'énergie à ton corps, tu vois. Mmh. Donc le fait de passer en mode d'alerte, ça va augmenter intérieurement tes niveaux de stress. Mmh. Automatiquement, quand ton stress augmente, il y a une augmentation de l'adrénaline, Mmh. augmentation du rythme Plus cardiaque, concentré. concentration, focus, tu vois, c'est le lion qui se lève de sa sieste parce qu'il a la dalle, quoi. Mmh. Mais à quel moment le lion est-il le plus efficace dans sa vie, dis-moi? Quand il chasse? Quand il chasse. Et pourquoi il Mmh. chasse? Parce qu'il a faim. Mmh. C'est là que toutes ses hormones, elles sont au taquet, quoi. C'est là qu'il a le meilleur odorat, la meilleure ouïe. Tout est Mmh. développé pour la performance. Parce qu'il ne faut pas oublier que la performance, comme on l'a décrit, si on la ramène à notre état d'animaux, nous, êtres vivants, c'est la survie, ni plus ni moins, c'est la survie. Mmh. Donc cet état de jeûne peut aussi te faire passer en état de mode survie, et tu peux devenir aussi beaucoup Ouais. plus agressif dans ton combat, beaucoup plus perméable à la douleur, parce que forcément une augmentation des niveaux de stress, ça augmente aussi tes niveaux de cortisol, et le Mmh. cortisol c'est une hormone masquante hein, qui va être antidouleur aussi, anti-inflammatoire. Alors, Ouais. il ne faut pas qu'elle soit sécrétée trop longtemps non plus, ni chroniquement, hein, parce que sinon c'est pas bon. Mmh. Mais le stress induit par le jeûne peut être vraiment tout à fait pertinent. Et j'invite vraiment tout le monde à tester ça. Ouais. Alors, sur des jeûnes courts, hein, dites pas qu'un naturopathe a dit de jeûner une semaine et puis de Mmh. s'entraîner au bout, sinon je vais me faire capter Ouais. par la police, hein. Non, et moi, je peux parler tout simplement de mon expérience. Moi, je pratique le jeûne régulièrement, des jeûnes de 24 heures, juste une journée.
Et j'ai commencé par sauter un repas, puis deux, enfin comme ça pour tester. Et moi, j'adore les sensations physiques que ça m'apporte, mais aussi les sensations mentales. Parce que c'est vrai que, je sais pas, quand tu es aussi léger dans ton mental, je trouve, quand tu jeûnes comme ça de temps en temps. C'est Mais tu sais, si je rapporte ça à ce que je décrivais précédemment par rapport à l'énergie dépensée par ton corps pendant la digestion, eh bah, oui, dis-toi que si tu ne digères rien, tu as quand même toute cette énergie qui est à disposition, qui est là et qui pour toi. remonte. Tu vois. Et là, tu Mmh. l'as dit directement cerveau, muscle, hein, il n'y a pas de secret. Hein. J'accompagne moi des fois des gens qui préparent des examens. Les moments où on fait les phases de focus mental, c'est des phases où on va être à jeun ou presque, tu vois, avec un Mmh. peu de caféine, mais juste la dose qu'il faut par rapport à la personne, pour vraiment augmenter le potentiel mental, tu vois, le Mmh. focus, à la fois le focus et Mmh. l'attention. Yes, hyper intéressant ce petit échange sur le jeûne. Et j'avais une autre question sur l'alimentation. Moi, je m'intéresse beaucoup au yoga, à la tradition du yoga, et dans quelque chose qui est relié au yoga et que je reliais beaucoup à l'alimentation, c'est l'ayurveda. Donc, l'ayurveda, il y a toute une partie qui est sur l'alimentation, la nutrition, heu, qu'est-ce qu'on absorbe en termes d'aliments et tout ça dans notre corps. Et il y a beaucoup cette question de justement, c'est à travers notre alimentation, notre nutrition qu'on va élever notre niveau d'énergie aussi. Toi, il me semble que tu t'intéresses à l'ayurveda. Qu'est-ce qu'ils peuvent en dire justement des aliments qui peuvent être bons pour augmenter notre énergie? Alors, je m'intéresse à l'Ayurveda comme je m'intéresse à tout au final. Hein. Ouais, Pour ouais. moi, ça n'est qu'un outil. Mmh mh. Voilà, dernièrement, je lisais un bouquin là-dessus. Enfin, j'en ai lu plusieurs. J'essaye de retirer ce qui se fait dans les pratiques ancestrales, en fait, au final. Mmh. En fait, c'est du bon sens. Je vais essayer de chercher Mmh. le bon sens. Tu vois, des fois, on va te sortir des études qui veulent dire ci ou ça. Mais si depuis des siècles et des siècles, on utilise tel aliment ou telle plante pour agir sur un symptôme ou sur développer l'énergie, par exemple, ben voilà, pourquoi pas bénéficier du naturel et de la Ouais. sagesse des anciens, tu vois. C'est Mmh surtout mh. pour ça que je vais m'intéresser à l'Ayurveda. Quant à savoir après sur quel aliment va être bon pour l'énergie, ce que dans l'Ayurveda ils vont dire, ou bien dans d'autres pratiques, hein, comment dire, la médecine traditionnelle chinoise, Traditionnel, ouais. voilà. Et ben tout repose sur l'individualisation. Mmh. On appelle OK. ça Ayurveda, médecine traditionnelle chinoise, naturopathie ou autre. Tout est sur l'individualisation, puisque dans Mmh mh. l'Ayurveda, tu vois, tu as certains, ce qu'on appelle les doshas, les profils de chacun, tu vois, Mmh. Pitta, Mmh. Kapha, c'est des profils. On est tous un peu un dosha dominant, euh, Ouais. ce qui va déterminer plus ou moins quel type d'aliment te serait bénéfique. Et je dis bien te Mmh. serait, Mmh mh. parce que ça, Ouais, ouais. pareil, tu sais, c'est des choses qui ont été, comment dire, c'est de la sagesse ancestrale, mais le dernier siècle qui vient de s'écouler, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements dans les facteurs environnementaux qui ont eu un impact sur notre santé, qui ont accéléré certaines pathologies, Mmh mh. certains affaiblissements chez les êtres humains, des affaiblissements du système digestif, des voies respiratoires aussi. Et donc, je pense que on peut pas s'appuyer sur cette sagesse ancestrale sans avoir décortiqué qui est la personne aujourd'hui, tu vois. Parce que Mmh. si je reprends une liste d'aliments qui seraient bons pour telle personne en fonction de son profil, euh, et que je lui fais manger, la personne va peut-être me dire, non, mais attends, je digère rien de ce que tu me dis là, tu vois. Mmh Et je mh. dis, à partir du moment où tu digères pas ce que tu manges, bah, tu assimiles rien et tu peux me provoquer des carences, même si tu manges en Ouais, ouais. quantité. Si Et tu en manges en fonction quantité et mmh. si tu digères pas, tu peux être en carence parce que ton corps va rien accepter. Mmh mh. Et pourquoi ça se passerait mal? C'est tout simplement parce que l'historique de vie de la personne, son exposition à certains polluants, ou bien peut-être parce qu'il a bu trop de café plus jeune, il s'est détruit l'estomac, ou il a bu trop d'alcool, ou il a Mmh mh. fumé, ou autre, et ben ça va avoir un impact sur ses organes, Mmh. qui fait que les aliments qu'on pourrait lui recommander, parce que son profil dit que c'est ce qui est bon pour lui,
au final, ça lui conviendrait pas le jour J. Ouais. Et c'est pour ça que le principe, qui est lié aussi au bouddhisme, de l'impermanence, c'est tout à fait valable pour tout ce qui est le corps. Le corps est en évolution constante en fonction Mm. de ce qu'on lui a donné pendant des années, en fonction de ce qu'on lui donne maintenant, en fonction du vieillissement naturel. Tu vois, tout ça, c'est à prendre en compte. On peut pas dire, oui, ça fait 20 ans que je mange poulet, riz, brocoli, je sais que je pourrais manger ça toute ma vie. Ouais, Non. ouais. Non, parce qu'en fait, ton système digestif, à un moment donné, il va fatiguer, il va saturer, ou parce que tu manges toujours la même chose, tu vas manquer de certains nutriments qui ne te sont pas apportés par ces trois aliments. Tu vois, donc forcément, ça va engendrer des carences, des dégradations dans certains organes, un moins bon fonctionnement cérébral, un moins bon fonctionnement du cœur. Et donc, du coup, il faudra que tu changes ton alimentation. Et peut-être qu'il faudra que tu tâtonnes pour savoir ce qui te convient maintenant, tu vois. Mm. Il faut se Et dire en que plus du profil, donc de tout l'historique, des personnes, imaginons, qui ont à peu près le même profil, il y a aussi tous les besoins. C'est-à-dire qu'un combattant professionnel de MMA, mange pas pareil qu'un combattant amateur de jiu-jitsu brésilien ou qu'une personne sédentaire qui va courir, le dimanche. Donc il y a le profil, mais il y a aussi les besoins qui sont très importants à prendre en compte. tu as tout à fait raison, mais à travers ça, tu vois, on pourrait dire, par exemple, un professionnel de MMA. On Mmh. se dit, on se représente, le gars, il s'entraîne 2 à 3 fois par jour, 5 jours Il par mange que des semaine. entrecôtes. Mais pareil, tu vois, quand tu t'entraînes tant de fois par jour, Mmh. il faut avoir le temps de manger. Mmh. Et le temps de manger, c'est de prendre le temps de manger pour bien mastiquer, prendre le temps. Et il faut avoir le temps de digérer. Comme je te disais, la digestion, ça prend un certain temps et ça prend de l'énergie. Tu vois. Mmh. Et moi, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être professionnels, qui s'entraînent à haut niveau, ou professionnels ou semi-pro. Et au final, quand je regarde, moi, je vais en récupérer certains, je dis non, mais attendez, les gars, vous mangez pas assez, quoi. Vous mangez pas assez, mais c'est pas parce qu'ils font exprès, c'est parce qu'en fait, ils ont pas le temps, ils prennent pas le temps, mais ils ont pas le temps. Il y a aussi l'énergie que ça leur prend, tu vois, et la fatigue qui est occasionnée par la digestion aussi, ça pourrait avoir un impact sur leur performance. Et Mmh. je comprends totalement qu'ils favorisent l'entraînement, mais en parallèle, la planification d'une bonne nutrition, tu vois, compenser à des moments opportuns, planifier dans la journée l'alimentation par rapport aux entraînements, si on veut vraiment être dans l'optimal, c'est ce qu'il faut faire, tu vois, parce que, comme je te dis, Mmh. on est ce qu'on mange, euh, et donc si on ne le prend pas en compte, on sait qu'à un moment donné, tu t'entraînes, mais tes cellules, elles vont mal régénérer, tu n'auras pas assez d'énergie, tu risques de te blesser. Tout ça pourquoi? Parce que tu auras préféré t'entraîner, et pas mettre une priorité sur, oui, il faut aussi compenser les pertes liées à l'entraînement, les besoins naturels de ton métabolisme, l'énergie dépensée à l'entraînement. Tu vois, tout ça, c'est à prendre en compte. C'est des choses que certains pros vont pas assez prendre en compte, alors que le pratiquant amateur, lui, va se focaliser là-dessus. Tu vois? Ouais. Souvent, c'est ça. Il va vouloir optimiser, alors qu'en fait, je vais dire non, non, mais t'inquiète pas de la nutrition avant l'entraînement ou après l'entraînement. Toi, tu pratiques 2 fois dans la semaine, tu as mangé ça et ça avant. Le soir, tu rentres et maman, elle t'a fait à manger. Le midi, tu es allé Mmh au mh. resto. L'après-midi, tu as assez. Tu t'entraînes 2 fois par semaine. Le reste est sédentaire. Tu pas besoin de manger plus. Tu vois, faut manger mieux. Tandis que Mmh. l'athlète qui va être plus haut niveau, comme il y a beaucoup plus de dépenses énergétiques, il va falloir qu'il mange, qu'il apporte ses calories. Ouais. Et en dehors de ça, il y a aussi toute la gestion du poids. Parce qu'on fait des Mmh. sports où il faut faire un poids. Et Et ouais. ça aussi, Et là c'est ça qui met tout le monde dans la confusion. mmh. Apporter assez pour avoir assez d'énergie, mais en même temps perdre de poids. Ouais, ouais. Et en même temps, pas te fatiguer avec une, digestion trop importante. Et là, la dimension mentale, justement, elle est énorme dans le fait de savoir se gérer, savoir se dire: «OK, j'ai mangé ça, peut-être que mon mental me dit: "Je reprendrai bien un peu" ou derrière je prendrai bien ça». Mais non, je sais que moi, je suis en recherche de performance, donc je m'arrête là. C'est calculé, c'est vu, je l'ai planifié avec quelqu'un ou moi j'ai réfléchi sur ça et mentalement, le fait de gérer son alimentation et de gérer cette impulsion à manger, je sais pas comment exactement le dire, ça peut être hyper, intense comme travail mental aussi. Oui, tout à fait, hein. Tout à fait. Moi, tu sais, j'accompagne depuis assez longtemps pour te dire que ça peut être un gros problème chez certains. Mmh. Mais je vais te dire, au final,
beaucoup, et là je suis très content d'ailleurs, c'est parce que beaucoup vont se dire, ok, non, mon objectif c'est ça, et je vais me verrouiller le cerveau. Ils se Mmh. verrouillent le cerveau. Ils se verrouillent le Ouais. cerveau. Ça, Et c'est ce qui est cool avec les gars, les sportifs ou les sportives en recherche de performance, c'est qu'ils sont prêts à faire à peu près n'importe quoi que tu leur dises. Si tu leur dis que ça va marcher, ça va les aider à atteindre leur objectif, quoi. c'est cool, mais c'est Mmh. cool, mais je tiens à mettre un mais, et j'invite tout le monde vraiment à écouter, à ouvrir grand les oreilles maintenant. Mmh. Mmh. Faire des choses comme ça à répétition, ça peut engendrer des troubles des comportements alimentaires. OK. Voilà. Euh, on peut se dire oui, il faut être strict et tout, il faut être strict, mais être toujours strict fait que des fois, au bout d'un moment, Mmh. on craque, et après on est, On culpabilise. on culpabilise, et du coup, ben, après, on va se remettre dans un truc. Ah ben non, j'ai fait ça, donc il faut que j'aille faire 3 heures de sport et que je mange que de la salade derrière. Tu vois, ça peut aller jusque là. Ça Ouais. peut aller jusque là. Mmh. Et même pour le pratiquant qui va faire une compétition dans l'année, hein, le Mmh pratiquant mh. amateur. Mmh. Et des fois, toi, je me dis, quand il y a des gens qui viennent me voir, ouais, je vais être au poids pour la compète, les mecs, ils veulent perdre 10 kilos, quoi. Je dis, mais attends, c'est ton métier, tu fais quoi là? Non, non, je suis ceinture blanche, c'est ma première compétition. Je dis, non, mais attends, tranquille, mec, Mmh. tranquille. Mmh. Voilà, faut aussi tout remettre dans son contexte. J'ai fait une petite formation que je vends sur mon site, ça s'appelle Être au poids pour le combat. C'est des choses que j'explique dedans, tu vois. Oui. Déjà, avant de se dire, il faut que je fasse tant de kilos en dessous, je dis, attends, imagine-toi l'impact que ça va avoir sur tout ton style de vie, la rigueur que ça va te demander pour tel résultat, mais quel est le but au final? Qu'est-ce que tu vas y gagner vraiment? C'est ça aussi, il faut remettre ça dans son contexte. Que tu es pro, semi-pro, est-ce que ça va t'ouvrir des portes d'un championnat ou d'un sponsorship? Tu vois? Ou c'est juste pour te faire plaisir, et maman, elle va venir te supporter dans les tribunes avec les enfants, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oui, des fois, il y a le petit défi personnel, mais Mmh. il faut savoir aussi relativiser. Relativiser. Quand j'ai un père Yes. de famille qui vient, qui a jamais fait, ou qui a peut-être fait deux, trois compètes, et qui fait sa compète annuelle et qui veut perdre 10 kilos, pour la compète, pas, je préférais qu'ils me disent, je veux perdre 10 kilos parce que je suis en surpoids et je veux bien vivre, tu vois, et on va Mmh prendre mh. le temps de perdre 10 kilos pour qu'ensuite on les perde et qu'on les reprenne pas. Ouais, ça m'intéresse. Yes. Ça m'intéresse aussi d'aider les gens à être au poids pour la peser parce que c'est mon boulot. Mmh. Mais au fond de moi, accompagner les gens vers un vrai objectif de long terme, ça, c'est beaucoup plus important. Ouais Si et après, donc ouais. tu es pro et tu me dis, OK, je veux faire tel poids pour telle compétition, j'ai tant de temps, je te dirais, je serai objectif, hein. Il y en a un dernièrement qui m'a sollicité. Il m'a dit, OK, il faut que je perde 12 kilos sur les 2 mois, les 2 prochains mois. OK, on fait Ouf. les tests. Il n'y a pas beaucoup de gras, il n'y a pas beaucoup de perte d'eau sur un test de cutting hydrique. J'ai dit, tu sais, perdre 12 kilos, ça va vraiment t'affaiblir. Même si tu as 24 heures pour recharger derrière, tu vas quand même être fatigué. Tu as un risque de blessure. Plus tu vas t'approcher du combat, plus tu risques de te blesser parce que tu sais, quand tu t'entraînes, on a toujours tendance à augmenter l'intensité des entraînements à l'approche de la compétition, tu Mmh vois. mh. Ça Mmh. aussi, ça à prendre en compte, hein. Ouais. Yes et ben, merci, vraiment merci beaucoup pour ce rappel, c'était hyper important et donc moi je rajoute là-dessus que voilà, que ça soit de la préparation mentale, de la préparation physique, de la nutrition, quand on est en recherche de performance sportive et qu'on veut miser sur le long terme, il faut jamais perdre de vue le bien-être et c'est qu'en associant un travail de préparation mentale, physique, de nutrition et l'épanouissement et la préservation du bien-être qu'on arrivera à vraiment optimiser ses performances sur du long terme. Donc merci pour ce rappel. Et je pense que ça a été rappelé dans tous les épisodes du podcast par tous les invités, donc ça Voilà. commence à être clair. Ouais. Et ouais, vous entendez la bande, Julius maîtrise son sujet. On a abordé l'alimentation, on peut l'aborder sous tous les angles, le mental, le physique, l'énergétique, le physiologique, l'hormonal. Il y a plein de choses à dire, sûrement un épisode de podcast à faire sur chacun de ces aspects-là. Donc voilà, merci beaucoup Julius. J'aimerais qu'on parle maintenant de méditation. Ouais. Il me semble que toi, je t'ai entendu plusieurs fois parler de méditation, du fait que tu pratiques la méditation tous les jours, quotidiennement. Et donc, j'aimerais que tu nous dises un peu comment tu as découvert cette pratique,
pourquoi tu t'y es mis et aujourd'hui, quels bienfaits tu en retires dans ton quotidien et dans ta pratique sportive, bien sûr. Bien. Moi, j'ai commencé la méditation il y a 6 ans et demi. Mmh. 6 ans et demi, puisque c'était un moment dans ma vie où ça, enfin 6 ans et demi, 7 ans, c'était un moment dans ma vie où ça n'allait pas très fort. J'ai fait dépression, ça avait joué sur ma qualité de vie, Mmh. j'étais pas très bien. Et je voulais m'en sortir. Je voulais aller Mmh. bien, moi, j'ai toujours voulu aller bien. Et je cherchais tous les moyens. Et moi, j'ai dit, ok, il faut que je sois plus zen, parce que je suis quelqu'un de très, je peux être très impulsif. Et ben, je me suis tourné vers la méditation. Et je dis, bon, ok, je m'y mets. Moi, je suis le genre de gars, ok, je commence quelque chose, je vais de A à Z. Tu vois, je vais Mmh. jusqu'au bout. Mmh. Ok, méditation. J'ai trouvé une application sur le téléphone à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin bref. Et j'ai commencé avec la méditation guidée. Yes. Donc il y a quelqu'un qui parle, fermez les yeux, restez assis. Alors évidemment, au bout de quelques secondes, dès qu'il arrête de parler, tu as l'esprit qui part à droite, à gauche. Mais voilà, ça, on te rappelle bien que c'est normal. C'est Mmh. normal que ça parte à droite, à gauche. Le but, c'est de te rendre compte que tu pars et bah, revenir, te reconcentrer sur ta respiration. Et au final, ça m'a plu. Ça m'a plu, ça me prenait pas beaucoup de temps dans le sens où j'ai commencé tranquille, hein, 4, 5 minutes, 6 minutes, puis progressivement j'ai augmenté à 10 minutes. Au bout de 3, 4 mois, eh ben, ça s'est vraiment arrangé, ma situation. Alors bien sûr, il y a eu d'autres choses, hein, tu sais, c'est toujours multifactoriel hein, quand il y a quelque chose. Je ne vais pas te dire que la méditation a sauvé ma vie, mais depuis ce jour où j'ai commencé, ne s'est pas passé une seule journée où je n'ai pas médité. Donc je peux te dire que, en te regardant dans les yeux, là, les gens qui écoutent le podcast ne voient pas, mais je médite depuis 7 ans tous les jours. Yes. Ça va de 5 minutes à 25 minutes. Ça dépend Mmh. du temps que j'ai à disposition ou du temps que je m'octroie. Principalement, je fais ça le matin, première chose en me levant après avoir bu une grande tasse d'eau. Et Mmh. je fais ça généralement en petite tenue, les pieds dans l'herbe. Peu importe, Parfait. voilà, qu'il fasse moins 10, parce que je suis en Haute-Savoie, qu'il fasse moins 10 ou 40 degrés, je suis en petite tenue dans mon gazon. Il n'y a que si vraiment il y a la tempête et qu'il pleut à verse où je suis tout de même dehors en petite tenue, hein, bien sûr, toujours, aguerrissement. Mais voilà, et de la méditation guidée, progressivement, bah, j'ai quitté l'application et ensuite ben, j'ai essayé de faire des choses un peu par moi-même, dans le sens où euh, j'essayais vraiment d'être en pleine conscience avec mon Mmh. corps. Je mettais juste un timer, je mettais 10 Ouais. minutes et j'attendais la petite sonnerie et j'essayais vraiment de me concentrer sur ma respiration, ressentir l'air qui frôle les épaules, les Mmh. points de contact des fesses sur le siège. En fait, Les sons. les sons, exactement. Et tout ça n'est plus ni moins qu'est-ce que c'est. On peut appeler ça méditation, on peut appeler ça n'importe comment. Au final, c'est juste quoi? C'est juste être dans l'instant. Mmh. Être dans l'instant présent C'est ça. S au moment s où dans notre vie, tout nous incite à ne pas être dans l'instant. Mmh. Voilà, t'as des bips, des ça sonne dans tous les sens, t'es anxieux, est-ce que je vais avoir assez d'argent à la fin du mois, attention, il y a la guerre, bip bip, le téléphone qui sonne, t'as reçu un email, un texto, un machin, attention, il m'a pas répondu sur WhatsApp. Non, mais attends, Mmh. prends un On temps est pour toi, sursollicité, ouais. voilà. Euh, et donc ça m'apporte énormément. Et je veux dire, Mmh. oui, que 5 minutes par jour, moi je trouve que ça m'apporte énormément. Pourquoi? Parce que ça m'apporte une discipline. Quand tu as fait 5 minutes, hein, c'est que 5 minutes pendant 7 ans, j'ai pas fait le calcul, mais ça représente un paquet de temps à Ouais. être dans l'instant présent. Et comme moi, je suis intimement convaincu que c'est le cumul d'un apprentissage qui porte les résultats, je pense qu'aujourd'hui, je suis encore plus zen qu'hier, tu vois. Sachant que si je fais de la méditation, au final, c'est pas pour être zen, c'est pour pouvoir me recentrer au moment voulu, être dans l'instant présent. Euh, Excellent. voilà. Il y a plein de choses intéressantes, que tu dis là, sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. Déjà, ouais, c'est vrai que ça a été prouvé et reprouvé. C'est vraiment une pratique régulière de la méditation qui aura le plus de bienfaits. C'est plus bénéfique de pratiquer 5 minutes tous les jours que de pratiquer 1 heure, 1 fois par semaine ou 1 fois par mois. Peut-être comme, l'exercice physique, c'est
On dit souvent que c'est plus bénéfique de faire un peu de sport 10 minutes par jour que de se faire 1 heure de sport une fois par semaine. Donc la pratique régulière, hyper important. Deuxième chose qui était intéressante dans ce que tu disais, c'est ce qu'on appelle justement les portes d'accès au moment présent, à l'instant présent. Il y a le son, il y a les sensations corporelles, il y a la respiration, il y a les pensées, il y a les émotions. Tout ça, c'est des choses qu'on développe à travers vraiment la pratique de la méditation dans laquelle on se pose, on ferme les yeux, on s'observe, mais qui vont nous servir justement à être plus présents après dans notre quotidien, parce qu'on maintenant on se familiarise avec ces portes d'accès à l'instant présent, donc on peut les utiliser chez nous, au travail, et on est là pour en parler pendant notre pratique sportive. Justement, toi, donc qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique du jiu-jitsu brésilien? Est-ce que tu as pu identifier des choses, voilà, la méditation, qu'est-ce que ça a pu amener? Carrément. Alors, bah, déjà, dans le jiu-jitsu, tu sais, si t'es pas dans l'instant, t'es mort, quoi, au final, hein. Mmh. C'est ça, hein, comme il y a cette confrontation, t'es obligé à fond dedans. Moi, ce que je veux te dire, c'est quand je suis dans les mauvaises situations, ça me permet vraiment, je ferme les yeux, je ferme les yeux et je vais me concentrer sur ma respiration. Et je reste, même si je reste dynamique, je reste mobile avec mes bras, mes jambes. Je ferme les yeux, me concentrer. Et je vais me permettre d'être vraiment de manière extrême dans l'instant présent où, en fermant les yeux, ça va m'ouvrir les portes des sens et ressentir la pression de l'adversaire. Où est-ce qu'il presse le plus sur moi, tu vois? Et je vais avoir tellement ce ressenti à l'instant que je vais même pouvoir plus identifier où j'en suis dans la posture que si j'avais les yeux ouverts. Parce qu'au final, les yeux Mmh. ouverts, ça va être une distraction. Toutes Ouais. les informations, tu vois, les images qu'on aurait devant soi, toi, le tatami, le plafond, enfin, l'arbitre ou autre, au final, ça va être une distraction. Et en fermant les yeux, ça te permet de te recentrer et d'aller chercher d'autres facteurs autour de toi, comme la pression de l'adversaire, tu vois, sentir la saisie, sentir toi tes appuis, sentir où tu en es au niveau de ta respiration, sentir ton Mmh. cœur, tu vois. Ça, c'est vraiment important. Et Mmh. c'est voilà, c'est du détail. C'est du détail, mais tu vois, au final, quand tu veux gagner un combat, des fois, ça se joue à un avantage, et l'avantage, ça c'est juste euh, passer sur une fraction de seconde parce que tu as été présent à cet instant. Yes. Voilà. Donc vraiment une meilleure concentration, une meilleure présence, dans l'instant, dans le combat, et forcément, ça améliore tes performances sportives. Et je dirais même, on va rebondir sur ce que on disait, ce qu'on a évoqué précédemment aussi, c'est sur la gestion du stress avant les compétitions. Mmh. Ouais. Bah, au final, moi, je vais te dire, j'arrive complètement zen, mais moi, quand je suis sur le tatami, euh, enfin, devant le tatami pour combattre, ben, je sens mes pieds dans le sol, je vois le tatami, je sens le kimono sur mon dos. Ça, Mmh. c'est l'instant présent. Mais par contre, je Ouais. me représente pas en train de me faire étrangler derrière Mmh. ah qu'est-ce que vont penser les copains parce que j'ai perdu, ah contre qui je vais tomber si je gagne, tu vois? Non, Mmh. mon cerveau il Le part pas. mental, quoi. Ouais, je laisse pas aller mental. C'est ok, je suis là, je suis là, je sens, je suis. Je suis ici et maintenant. Et, Mmh. et les gens le verront pas, mais ici et maintenant, c'est tatoué sur mon bras, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, hyper intéressant. C'est vrai que, et c'est vraiment le but de la méditation de pleine conscience. Donc, c'est d'essayer de vivre la vie de façon la plus méditative et la plus présente possible. Et on se rend compte que dans le sport, dans la pratique sportive, dans la recherche de performance, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet justement de prendre de la distance avec notre mental qui est un mental humain et qui veut survivre et qui est plein de, voilà, de stress, de doutes et de tout ça. Et c'est normal. Et on va pas essayer d'en fait de bloquer ça, mais juste de s'en décaler un peu, de prendre un peu de la distance avec ça et d'être concentré sur soi, sur ses mouvements, sur ses gestes, sur, l'application de son plan tactique, stratégique, et donc ça renforce vachement nos capacités attentionnelles et notre concentration. C'est pourquoi moi j'ai envie de dire que tous les sportifs devraient méditer. Ouais, ouais, mais oui. Mais tu vois, après, quand on dit méditer, il y a des gens, tout de suite, ils vont se bloquer. Ils vont dire, ah non, Ouais. méditation, c'est des trucs de gourous, où ils se Mmh. vont en yoga et tout. Non. Moi, je vais te dire comment je parle avec mes clients
en naturopathie, hein, parce que on peut évoquer la méditation, mais je vais pas dire méditation. Je vais dire, on va faire un exercice de respiration. Mhm. Parce qu'au final, c'est ça. Quand Oui. tu te concentres juste sur ta respiration, tu es dans l'instant. Tu es dans l'instant. Mhm. Donc, concentre-toi et compte. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 d'inspire, 1, 2, 3, 4, 5 d'expire. Aussi simple que ça. On va pas commencer à te dire, oui, c'est la technique de ci, la technique de ça. Mhm. Mhm. Respire comme ça et tu comptes. Parce que déjà, quand tu Ouais. comptes, tu es dans l'instant où tu comptes. Et deux, tu sais que tu comptes, tu respires. Donc, tu sens que tu respires par ton nez, par le nez. Mhm. Donc, déjà, tu es dans l'instant. Autre méthode qu'on peut faire, parce que les gens, ils se disent, ouais, moi, je veux pas passer 5 minutes, 10 minutes assis sur une chaise à rien faire parce que je bouge et j'ai pas que ça à faire. Tout simplement. Tu veux être dans l'instant présent, marche quand tu vas au boulot, quand tu vas manger le midi, marche tout seul, sans écouteurs, et pour être dans l'instant, tu vas utiliser tes sens pendant Mhm. quelques instants. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu arrives à dissocier le bruit des voitures, le bruit des oiseaux? Parce que tu remarqueras qu'il y aura toujours un oiseau qui chante là où tu es. Est-ce que tu entends un gamin qui pleure dans le fond? Et le fait de l'avoir entendu fait que tu es dans l'instant présent. Tu Ouais. vois? Est-ce que tu vas sentir tes pieds dans ta chaussure? Le gros orteil, le petit orteil et tout. Là, tu vas chercher, tu marches quand même, mais tu es dans l'instant. Tout Tu ça, vois? c'est des portes d'accès, ouais, justement, au moment présent et c'est le fait de s'entraîner un peu tout le temps, même si c'est 1 minute, 2 minutes, après, ben, on est repris par notre vie, notre quotidien. Le fait de s'entraîner, ça va vachement nous faire progresser et on pourra réutiliser tout ça dans notre sport. C'était important ce que tu disais sur, le fait de déconstruire aussi un peu les a priori, les clichés qu'il peut y avoir sur la méditation. C'est vrai que parfois ça peut faire peur parce qu'on imagine le moine bouddhiste, assis pendant 8 heures sans bouger, méditer et cetera. Alors que c'est tout plein de petits moments comme ça du quotidien et des techniques, comme tu disais, le fait de compter pour ceux qui peut-être veulent commencer ou sont en train de commencer, le fait de compter le nombre, d'inspiration, d'expiration. On peut aussi tout simplement, quand on inspire, se dire mentalement: «J'inspire, je suis conscient que j'inspire» et à l'expiration: «J'expire, je suis conscient que j'expire». La méditation marché dont tu parlais, où on peut compter le nombre des pas. J'inspire, combien je fais 4 pas quand j'inspire, ah et j'expire, combien de pas je fais quand j'expire. Voilà, c'est des petites techniques et tout ça, je pense, c'est quelque chose que tu as fait, que j'ai fait aussi, c'est de l'exploration. On essaye toutes sortes de méditations, de techniques et on voit ce qui nous correspond encore le mieux. On en revient à cette individualisation, cette connaissance de soi, cette introspection qui va nous aider justement. Ce que Mmh. tu dis très bien, tu vois, cette connaissance de soi, cette exploration. Et je pense que sans explorer, on peut pas découvrir son propre potentiel, tu vois. Il faut aller chercher, il faut aller tester individuellement sans attendre que la société ou tes parents ou tes amis te disent tiens, fais ci, fais ça. Tu vois, il faut tester par soi-même, il faut avoir cette curiosité, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit, voilà, on parle méditation, que ce soit l'activité physique. Tiens, j'ai jamais fait de ping-pong, bah, tiens, je vais faire du ping-pong. Tiens, je vais faire du jiu-jitsu, je vais faire du jiu-jitsu. J'essaye, j'essaye. Tiens, j'ai jamais fait de régime végétarien. Bah tiens, je vais essayer végétarien pendant un mois. Je vais pas mourir de toute Mmh. façon. Tu vois? Mmh. Et je vois comment mon corps fonctionne. Tu vois, c'est un exemple. Ah bah tiens, j'ai jamais essayé de jouer de la guitare. Bah tiens, si j'essayais d'apprendre. Tu vois? Ouais. Neuroplasticité aussi. C'est de la Mmh. neuroplasticité, ça. Mmh. Apprendre des nouvelles choses. Ton Ouais. cerveau s'adapte aussi. Ça fait de toi un homme meilleur, un homme ou une femme meilleure. Mmh. Se soumettre à la volatilité, encore quelque chose qui est défendu par, Pierre Dufray et Taleb. Le fait de d'amener de l'imprévu comme ça va nous aider encore, bah, à se connaître et à s'améliorer, à progresser. En parlant d'amélioration et de progression, toi, comment tu continues à apprendre, à progresser, en jiu-jitsu brésilien? Alors, comment je continue d'apprendre? Je vais te dire, moi, comme je te dis, je m'entraîne pas beaucoup de par les opportunités. Et comme Mmh. j'estime que mon jeu n'est pas non plus très complet et que c'est un sport vraiment avec des bibliothèques entières de techniques, je veux dire, moi, il suffit que j'ouvre, bah, je me suis abonné par exemple à un truc en ligne pour voir des techniques. Ben Mmh. voilà, je vais continuer comme ça à visualiser les nouvelles Yes. techniques, revenir en arrière parce que forcément, quand tu pratiques pas certaines choses, tu les perds. C'est comme pour le corps, tout ce qui ne sert pas se perd. Ben, en jiu-jitsu brésilien, si tu ne pratiques pas certaines techniques pendant un temps donné, et ben en fait, tu vas perdre.
Après, comment développer? Il faut faire aussi en fonction de qui tu es, en fonction de ton jeu, en fonction de tes limitations, parce qu'on vieillit tous Mhm. aussi, tu vois. Il y a un moment donné, on pourra plus bouger forcément comme on le veut. Adapter son jeu et l'optimiser, donc c'est se dire comment progresser. Mon jeu, c'est ça. À partir de ça, comment je peux développer? Comment je peux développer? On est jeune, on est moins sur la technique et plus sur l'explosivité, l'agilité, la souplesse, la force. Mais à un moment donné, ça, quand on va vieillir, on n'aura plus ces facteurs, tu vois. Et il nous restera plus que la technique. Donc, c'est ça aussi qu'il faut penser. Euh, Yes, Tu yes. vois, se dire, OK, aujourd'hui, je fais avec ma force, mon endurance, mon explosivité. Mais à un moment donné, ces techniques, elles passeront plus parce que l'autre en face sera plus jeune, il sera plus fort, plus endurant que moi, je serai plus aussi explosif, ça passera pas. Donc, comment je peux faire aussi pour développer? Comment je fais ça à mon niveau? En fait, je m'adapte en fonction de comment mon corps évolue au final, hein, et en fonction des gens contre qui je m'entraîne, enfin contre qui et avec lesquels je m'entraîne, qui peuvent être plus vieux, plus Ouais. forts, plus lourds, plus légers, plus jeunes. Tu vois, et c'est comme ça, je pense que c'est en s'exposant à un maximum de stress, et j'appelle mes partenaires d'entraînement des stress, puisque ce sont des Mhm. facteurs qui Mhm. nécessitent de ma part une adaptation. C'est grâce à ces facteurs stressants que je me développe, que j'adapte mon jeu. On en Donc revient sur l'anglais. s'entraîner, ouais. Donc s'entraîner intelligemment, d'où l'importance, encore une fois, de ce travail d'introspection et de connexion à son corps, à son mental et de se familiariser avec tout ça. Exactement. Après tes 12 ans de pratique là, quelle a été la leçon la plus importante que tu aies apprise dans le jiu-jitsu brésilien? Ou à travers le jiu-jitsu brésilien? La leçon la plus importante, Mmh. c'est que il faut. Je vais pas te dire que j'ai retenu vraiment une grande leçon. Euh, c'est une leçon qui n'est pas valable pour le jujitsu à proprement parler, mais plus pour la vie au final. Tu Mmh. vois, c'est la persévérance. On apprend la Mmh. persévérance au jujitsu brésilien. Un peu comme dans tous les sports où il y a des ceintures. Si tu veux ta ceinture noire à un moment donné, il faut que tu persévères dans ton apprentissage, dans ta pratique. Si tu veux que ta technique s'améliore, il faut être persévérant dans ton entraînement, l'application des techniques, l'application des détails, la répétition. Tu vois, je pense que c'est ça qui ressort le plus de 12 ans de pratique, c'est la persévérance. Persévérer. Il peut y avoir des moments de moins bien, de blessures, de moins de partenaires d'entraînement, moins d'entraînement, mais on ne baisse pas les bras. Mmh. On a envie de bien faire. Et pour bien faire et bien réaliser les choses, il faut être persévérant. Et c'est valable pour plein d'autres choses dans la vie. Excellent, merci, très beau message, merci Julius. Maintenant, quel est ton plus grand challenge aujourd'hui pour le jiu-jitsu brésilien? Mon plus grand challenge, c'est Mmh. vraiment faire en sorte que les pratiquants de jiu-jitsu brésilien et autres sports de préhension qui sont assimilés au jiu-jitsu brésilien, grappling, lutte à livrer et au-delà le MMA, euh, que les pratiquants s'intéressent à leur nutrition et pas pour dire je dois manger du brocoli, parce que là n'est pas le message que je veux transmettre. C'est que on vit dans un monde qui est pourri. On vit dans un monde pourri. Il y a de la pollution. L'eau est contaminée. L'air est pollué. Alors j'exagère certains peu. Mais on vit dans un monde pourri. Et si on n'optimise pas un petit peu les choses qu'on fait au quotidien, on accélère notre vieillissement. Et donc, en vieillissant plus rapidement, on peut moins bien performer physiquement et mentalement. Et donc, sur le tatami, après, ça se transcrira. Donc, mon plus Mmh. gros challenge, c'est que les gens prennent conscience que c'est important de prendre soin d'eux. Et en premier par l'alimentation. Pourquoi? Parce que l'alimentation, c'est des choses on s'alimente tous les jours. Tous les jours, on fait Mmh. plusieurs fois par jour. Voilà. Et qu'on est ce qu'on mange. Yes. Bah, tu le fais très bien, je trouve. Merci. Selon toi, à quoi va ressembler le jiu-jitsu brésilien en France d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, je peux te dire que le jiu-jitsu brésilien en France aura explosé. Mmh. Il aura explosé. Et ça, je vais te dire en premier lieu, grâce à tous les professeurs qui sont en France, ça c'est clair, Mmh. et leur investissement depuis des années. Et là, ça va commencer à payer encore plus.
Et donc, un, les professeurs, et deux, grâce à la CFJJB, la Mhm. Confédération française de jiu-jitsu brésilien, et l'association avec la Fédération française de judo. Cette association, je pense, va faire exploser le JJB, et on le voit déjà, tu vois, par l'accueil des championnats d'Europe en janvier 2023, hein, en France, à Paris. Et je pense que là, autant l'année qui vient de s'écouler a été marquée par ce, ce, ce championnat de France énorme qui a eu lieu au mois Mhm. de juin. Et je pense que les championnats d'Europe qui arrivent derrière vont encore faire exploser ça. Et que du coup, ça va lancer beaucoup de choses. Et on voit aussi aujourd'hui que tous les gars comme moi qui ont commencé il y a une dizaine d'années sont tous en train de passer ceinture noire. Mhm. Et donc, en fait, en l'espace de 2-3 ans, on va se retrouver avec très peu de ceintures noires en compétition, avec des compétitions où il y aura quasiment que des ceintures noires. Tu vois? Et Yes. ça va faire progresser le sport, mais au taquet, quoi. Mhm. Donc, pour moi, dans les Ok. 5 ans, c'est quelque chose qui va être énorme. Énorme. Yes. Cool, super, super analyse, super intéressant. Yes, ben écoute Julius, on va bientôt arriver à la fin des questions. J'ai 3 petites questions là que je pose à tous les invités à chaque fois. Avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux vraiment rajouter que peut-être on n'aurait pas eu le temps d'aborder pendant le podcast? Une phrase que j'aime bien dire à tout le monde, chaque jour, donnez le meilleur de vous-même. Voilà. Yes, merci. Ça, c'est placé, ça fait plaisir. Du coup, j'ai 3 petites questions que je pose à tous les invités à la fin du podcast. La première, et je suis curieux d'avoir ta réponse parce que je sais que tu aimes bien lire, c'est un livre à recommander. Pour moi, le livre que je vais te recommander, c'est le livre que, à chaque fois qu'on me pose la question, quel livre tu recommandes, je vais te dire le même. Ça Yes. s'appelle Stratégie de prospérité de Jim Rohn. Voilà. OK. Et quand on parle stratégie de prospérité, les gens tout de suite pensent argent. Mais la prospérité dans la vie, ça n'est pas que l'argent. Mmh. L'abondance, ça n'est pas que l'argent. L'abondance, c'est l'abondance de santé, l'abondance d'amour, l'abondance de bonheur. Enfin voilà, tu peux remplacer le mot argent par tout ce que tu veux. Et à partir du moment où tu as des stratégies mises en place, tu peux avoir ce que tu veux. Yes. OK. Merci pour cette recommandation. Deuxième question que j'ai adaptée un peu à cette série spéciale sur le JJB. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui prépare les championnats d'Europe de jiu-jitsu brésilien qui auront lieu donc à Paris l'année prochaine? Contactez-moi. Voilà, Purple Merci, Belt Kitchen. tu m'as mâché le travail là. Non mais, ouais. Non mais déjà, je veux dire, le conseil, je veux dire quelques petits conseils. Déjà, c'est un, si vous voulez vraiment participer, entraînez-vous, voilà. Mmh. Identifiez la catégorie de poids dans laquelle vous voulez être et entraînez-vous. Et faites confiance à vos professeurs. Voilà. Cool, merci et contactez Purple Belt Kitchen, Voilà. ça C'est on pour, en pour être au poids et la nutrition, c'est avec moi après. et c'est bon ça. Dernière chose, un invité que tu pourrais me recommander pour parler jiu-jitsu brésilien et préparation mentale? Jiu-jitsu brésilien et préparation mentale. Un peu comme l'échange qu'on a eu aujourd'hui, voilà. Ouais, j'en connais certainement plein, tu vois, et je vais me faire taper sur les doigts pour pas les citer. J'ai rien qui me vient en tête là. Une personne avec qui je pourrais échanger, parler ou de sport, de préparation Alors, mentale? moi je vais te dire, quelqu'un franchement, au niveau, c'est peut-être pas préparation mentale, mais avec l'impact qu'il a, enfin, selon moi, hein, dans le jiu-jitsu français et la maturité qu'il a, moi je te dis, c'est Vincent de Guyenne. OK, Moi, je pense que c'est cool. quelqu'un qui, tu vois, c'est quelqu'un de très mature et je pense que tu devrais, je pense. Ouais, 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 beh, parfait, oui, oui. C'était pas un préparateur mental ou quoi, mais quelqu'un qui, voilà, qui pratique Ouais. le jiu-jitsu brésilien et qui, de par son expérience et sa vision, on peut échanger sur cette, dimension-là, donc OK, c'est noté. Cool, bah, écoute, merci beaucoup Julius, vraiment c'était un plaisir, c'est passé, super vite, hyper intéressant, merci beaucoup. Voilà, bravo, respect à toi pour ton parcours, pour tout ce que tu fais, ce que tu nous partages. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver justement pour suivre un peu ce que tu proposes ou avoir accès à tes services aussi? Oui, ben alors bien sûr, vous pouvez me retrouver sur mon site déjà en premier www.purplebkitchen.com.
Ensuite, vous me retrouverez sur les réseaux Instagram, Facebook et YouTube. En fait, ces trois réseaux, je mets du contenu différent en fait. Donc, vous n'aurez pas forcément la même chose sur Facebook qu'Instagram que sur YouTube. Donc, allez-y, allez voir. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds absolument à tous les messages. Yes, je mettrai les liens dans la description. Mais est-ce que tu peux dire donc si toi tu accompagnes vraiment les sportifs dans leur plan nutritionnel, c'est ça, dans leur alimentation? J'accompagne tout le monde, mais oui, beaucoup Tout le de monde, ouais. sportifs. Je fais de l'individualisation et donc ça va vraiment être pour savoir ce qui leur va le mieux au moment donné en fonction de leurs objectifs. On parle hydratation, nutrition, sommeil, oxygénation, la totale. La totale. Ça n'est pas que dire mange du brocoli et du blanc de poulet, quoi. Yes. OK, parfait. Ben voilà, vous pourrez retrouver tout ça. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, à le partager avec vos potes, avec vos amis, vos proches. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode dédié au jiu-jitsu brésilien. Je suis obligé de remercier encore une fois Julius pour sa participation. Merci Julius. Merci à toi, Paul. Génial. Au top. Et à la prochaine. Salut.